Hello! Bon, j'espère que tout le monde va bien. J'ai essayé d'organiser ça pour que ça suive mon PowerPoint, donc j'espère que ça va bien rouler. Donc il y aura peut-être des petites sautes quand je vais changer de fenêtre là-bas. Merci à tous ceux qui sont là d'être là. Je vais causer 2 minutes au départ parce que bon, il y a toujours des retardataires. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais de la vulgarisation scientifique sur l'intelligence animale. Je ne suis pas chercheur moi-même, mais je fais des vidéos YouTube, des conférences, des articles scientifiques, une BD qui vient de sortir, qui est génial et je le dis sans aucun parti pris. Et puis donc la genèse de ce que je vais vous présenter ce soir, en fait, on m'a demandé une conférence à la base sur les abeilles. Enfin non, on m'a demandé une conférence, puis c'est moi qui voulais faire sur les abeilles parce que j'aime bien les animaux qui sortent un peu de l'ordinaire, des animaux où on s'attend pas forcément à trouver des trucs incroyables. À vrai dire, je m'attendais pas vraiment à trouver des trucs incroyables. Autant dire, j'ai été servi. Donc, enfin non, j'ai pas été servi, non. Donc j'ai compilé à peu près 200 études pour une conférence d'1 heure. Et je me suis retrouvé avec pas loin de 3 heures de matériel entre les mains. Donc vachement frustré de devoir réduire un maximum le contenu, quoi. Donc j'ai fait cette conférence qui a bien marché, qui a bien plu a priori. Mais voilà, ça m'a un peu frustré de ne pas pouvoir dire tout ce que j'avais à dire. Donc je vais l'organiser entre ce soir et demain, où on va essayer justement de parler un petit peu de beaucoup plus de choses, on va couvrir beaucoup plus d'aspects. Par exemple, ce soir, on va couvrir principalement la perception sensorielle du monde chez les abeilles. Ensuite, on va travailler, les anciens dérivés, les anciens troubles d'enseignants. Ensuite, dans un deuxième temps, on va plus voir l'aspect fonctionnement de la ruche, comment elle se débrouille, tout ça. Après, une fois qu'elles ont mené leur vie dans la ruche, qu'est-ce qui se passe quand elles en sortent, comment elles naviguent dans l'espace, comment elles se repèrent, comment elles repèrent les fleurs, et comment elles communiquent. Demain, ça sera beaucoup plus cognition pure, ça sera beaucoup plus sur la mémoire, l'apprentissage des concepts, la numération, parce que les abeilles savent compter, tout ce qui va être les différents types de mémoire, et puis on va se poser des questions sur la possibilité de sentience chez ces insectes. Est-ce qu'elles sont sentientes, est-ce qu'elles sont pas sentientes? Alors, je vais vous dire tout de suite qu'on n'aura pas de réponse claire, mais vous allez voir, il y a des études qui laissent quand même profondément le doute. Donc, j'ai eu beaucoup de choses ces derniers temps. J'ai pas eu le temps de revoir en détail mes notes. Je les ai revues là. Ça fait 2 heures que je suis en train de les relire, mais j'ai plus de 1000 pages de notes. Donc autant vous dire que j'ai pas tout relu. C'est un truc que j'ai travaillé il y a un mois. Donc si jamais il y a des spécialistes dans le coin, vous n'hésitez pas, s'il y a des précisions, des trucs comme ça, à les faire. D'une manière générale, vous allez voir sur le PowerPoint que j'ai mis le nom des études en permanence. Donc comme ça, vous pourrez aller chercher les études. Alors, elles ne sont pas toutes, hein, comme je disais, il y en avait plus de 200. Je vous ai pas fait 200 PowerPoint, personne ne survivrait. Mais voilà, ça permettra déjà d'avoir une idée un peu plus générale. Puis j'avais envie de mettre de côté un petit peu tout ce qu'on sait sur les abeilles, parce que vous allez voir, alors déjà un peu aujourd'hui, mais surtout demain, comme ça calme bien comme il faut. Alors justement, on va attaquer, donc je vais me mettre en petit pour pas gêner le PowerPoint. Tac. Très bien, donc voilà le sommaire tel qu'il va se composer. Donc d'abord, une abeille, c'est quoi au juste? Donc le fait qu'il y ait plein d'espèces. On va voir le sens des abeilles, leurs différents sens. Alors je tourne la tête parce que je suis sur un double écran, donc je suis en train de regarder. Je suis en train de regarder le PowerPoint, mais en fait je vais me le mettre comme ça. Donc ensuite, on a s'occuper à quoi ressemble la vie d'une abeille, donc s'occuper des bébés, faire les courses entièrement de style, tout ça. Prendre son indépendance, construire sa maison. Donc il y aura la communication dans cette partie. Je pense qu'aujourd'hui on s'arrêtera là et que demain on fera toute la partie justement, ouais, mais avec un cerveau miniature, tout ça. On va voir comment ça avance dans l'ensemble. On met ça dans l'immédiat. Donc vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, des précisions, des trucs comme ça, à les demander, j'essaierai d'y répondre. In real time. Alors, tac. Tout d'abord, une abeille, c'est quoi au juste? Alors, pourquoi poser cette question? Simplement parce que, de prime abord, on a tendance à considérer, quand on parle d'une abeille, on imagine tout de suite Apis mellifera, c'est-à-dire l'abeille mellifère, celle que nous, on connaît le plus. Sauf qu'en fait, Apis mellifera, c'est une espèce parmi à peu près 20 000 espèces d'abeilles dans le monde. Là, comme on peut le voir, donc là, par exemple, c'est que les abeilles d'Amérique du Nord, ici. On a différentes couleurs, vous voyez, on a des abeilles vertes, des abeilles bleues, voilà, on a plein d'espèces différentes. Les bourdons sont des espèces d'abeilles. Il faut savoir que les abeilles qui vivent en colonie, c'est une minorité. Il y a peu d'abeilles qui vivent en colonie, surtout pas en énormes colonies comme ça.
C'est vraiment très très peu d'espèces. Des abeilles qui font du miel, il y a très peu d'espèces aussi. Je ne sais plus exactement, je crois que c'est 7 ou un truc comme ça. Et qui en font assez pour pouvoir être intéressants de manière commerciale. Il y en a deux. C'est Apis mellifera et Apis cerana, qui est la version asiatique. On en parlera un petit peu. Et donc quasiment toutes les études qui ont été faites sur les bourdons, donc deux espèces, Bombus terrestris et Bombus impatiens, et sur l'abeille à miel. Donc on aura peu de choses sur les abeilles sauvages. Donc je vais faire 2-3 trucs au départ dessus pour donner une idée de la richesse qu'on peut trouver chez les abeilles. Mais voilà, c'est pas... Salut Cameron. Mais voilà, ça donnera pas forcément une idée générale de ce qui se passe chez toutes les espèces d'abeilles. Vous avez plein d'abeilles qui vivent toutes seules, par exemple les bourdons ont des toutes petites colonies qui vivent dans le sol. Il y a des abeilles qui hibernent. Enfin. Donc brièvement, les abeilles appartiennent à la famille des hyménoptères, comme les fourmis, les symphytes, les guêpes. Donc tout ça, en fait, c'est un peu la même famille. On ne sait pas exactement pourquoi elles s'appellent les hyménoptères. Une des suppositions, c'est qu'elles ont les ailes qui sont accrochées l'une avec l'autre. Donc leurs deux paires d'ailes. Voilà, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. On pense qu'à l'origine, les abeilles, tout ça, ont évolué à partir de guêpes prédatrices qui mangeaient des proies qui étaient sur des fleurs. Et puis au fur et à mesure, elles ont commencé à manger le nectar des fleurs, tout ça, on va en parler un peu plus après. Puis après, elles sont devenues solitaires et spécialistes. Probablement que l'origine, c'est des insectes solitaires qui sont devenus sociaux par la suite. Donc, par exemple, on va avoir des abeilles comme celle-ci, Megalopta genalis. Ça, c'est des abeilles qui ne font pas du tout de colonies, ou alors des mini-colonies. Vous allez avoir une reine qui, en général, gérer sa vie toute seule au départ, hein, aller chercher sa nourriture, faire ses courses, prendre son panier, tout ça. Et puis un jour, elle décide d'être une reine, donc elle fait une espèce de petite colonie avec elle, une ouvrière. Donc au niveau hiérarchique, ça va vite. Hein. S'il y a un problème, la N+1 est juste là. Donc elle va aller voir sa N+1. Ça monte jusqu'à aller 3, 4, mais ça s'arrête là. C'est vraiment des micro-colonies. Mais vous pouvez avoir des abeilles aussi qui sont super fascinantes. Par exemple, moi j'aime beaucoup l'Osmia bicolore qu'on voit ici. Alors, je vais vous montrer une vidéo parce que si je vous racontais la vie de l'Osmia bicolore, vous ne me croiriez pas. Donc, cette vidéo est extraite du documentaire Les abeilles sauvages, qui est un documentaire d'Arte qu'on peut trouver en ligne, qui est disponible. Donc, j'espère que j'ai les droits de l'utiliser. Donc, je vous montre le documentaire et puis on en parle juste après. Pardon. Cet osmie bicolore a fort à faire pour aménager son futur nid. Pour commencer, il faut mettre la coquille d'escargot dans la bonne position. Après cet effort, la petite abeille sauvage doit prendre des forces. Elle n'est pas difficile. Le principal, c'est qu'il y ait du nectar sucré. Puis, le travail reprend. Elle dépose maintenant une provision de pollen au centre de la coquille. Il servira à nourrir ses larves. Ensuite, elle construit un opercule à base de cailloux et de ciment végétal pour barricader l'entrée du nid. Elle retire aussi de petites mottes de terre sous la coquille pour la stabiliser et éviter qu'elle ne roule au moindre coup de vent. Mais l'abeille est loin d'avoir terminé. Elle va maintenant effectuer une bonne centaine de trajets pour transporter des brins de paille, des aiguilles de pin et des brindilles jusqu'à la coquille. Elle les entasse pour camoufler son nid et le protéger des intempéries.
La petite abeille est capable de déplacer des brindilles de 10 cm de long. Il faut 3 ou 4 jours pour que tout soit prêt. Au cours de sa vie, qui ne dure qu'1 mois et demi, l'abeille installera ainsi 5 à 10 nids. Un travail de titan pour un si petit insecte. Voilà, quoi. C'est du C'est super barré, quoi. Et on a vraiment plein de... Par exemple, vous avez des abeilles qui... le mâle, en fait, c'est des abeilles spécialistes qui ne consomment qu'une seule fleur, une seule variété de fleurs. Et le mâle, dès qu'il trouve un bouquet de ce genre de fleurs, en fait, se l'approprie. Et donc, ce sont des abeilles avec plein de piquants sur l'abdomen. Et donc, elle va attaquer toutes les abeilles qui viendront sur ce bosquet de fleurs, sauf les femelles de son espèce, qui accepteront, s'il y a moyen de moyenner, d'aller un peu plus loin. Sinon, il va attaquer absolument tout le monde d'autre. Voilà, vous avez plein d'espèces différentes, avec plein de modes de vie différents. Voilà, c'est absolument fascinant. Au niveau cognitif, on a peu de choses qui ont été faites sur ces espèces, mais voilà, c'est pour vous donner une idée, ça peut être très riche. Et là, on voit une coquille d'escargot typiquement de bicolore, avec le pollen, la larve, pardon, hop, le pollen, la larve. Donc là, il n'y a plus rien, normalement c'est bouché, voilà, vous voyez, c'est tout bouché avec des cailloux ici, tac. Et puis ensuite, là, vous avez, normalement, il y a du ciment végétal qui vient fermer ici, quoi. C'est super dingue, quoi. À savoir, donc, dans tout ce qu'on va parler, pour vous donner une idée, les abeilles possèdent environ 1 million de neurones. Nous, on en possède à peu près 86 milliards. Donc, techniquement, les abeilles ont toujours été considérées comme étant, quasiment jusqu'à les années 90, les abeilles ont été considérées comme des robots, comme des espèces de machines qui étaient mues par un instinct, et c'était plus une intelligence collective comme un ordinateur qu'une intelligence individuelle. Alors, vous allez voir entre aujourd'hui et demain que c'est très loin d'être le cas. Très loin. Alors d'abord, on va commencer par le sens des abeilles. Je vais aller assez vite dessus, simplement parce que c'est pas super excitant comme sujet. Mais pour ceux qui me connaissent, je commence presque toujours mes conférences sur la perception sensorielle du monde d'un animal en question, enfin de l'animal qui est traité, simplement parce que ça a une énorme influence sur la façon dont il interagit avec le monde. Puisque nous, on a tout un tas, on a une interface au monde. Par exemple, on voit on a 3 cônes de couleurs différents, donc on voit du rouge, du vert, du bleu, etc. Tous les animaux, c'est pas le cas. Il y a des sens qu'on n'a pas. Par exemple, les poissons électriques qui perçoivent des déformations par le champ électrique, nous, on ne le perçoit pas. Donc c'est important de pouvoir comprendre. Alors, jamais on pourra se mettre dans leur tête et vivre leur expérience subjective, hein, soyons clairs, surtout quand il y a 1 million de neurones, qu'on a divergé il y a plusieurs centaines de millions d'années. Mais c'est important de voir. Vous allez comprendre qu'on ne peut pas forcément se projeter facilement, surtout sur une abeille, parce que leurs sens sont très différents. Par exemple, l'ouïe. Jusqu'à il y a encore assez peu de temps, on pensait que les abeilles étaient complètement sourdes. Parce qu'il n'y a pas d'abeilles avec des oreilles. S'imaginer à quoi ça ressemble une abeille avec des oreilles, néanmoins. Mais bon, il n'y a pas d'abeille avec des oreilles. Donc, on s'est rendu compte qu'elle possédait dans le pédicelle, ici... Je remets mon PowerPoint. Tac. Dans le pédicelle ici, elle possède le Johnston organe, qui est un organe qui sert manifestement à percevoir les vibrations de l'air, à percevoir tout ce qui va être un équivalent de son. Voilà, ça se situe entre 10 et 500 Hz, sachant que, bon, en gros, nous, notre conversation, la voisine, la conversation humaine classique, elle est vers 1000-2000 Hz à peu près. Donc voilà, elle capte entre 10 et 500 Hz, donc ça comprend les infrasons. Et puis ça monte jusqu'à un petit peu moins que nous. Le Johnston organe sert à d'autres choses. Pour ceux qui connaissent, ça se rapproche un petit peu du fonctionnement de la ligne latérale chez les poissons, en fait. C'est plus les déplacements de particules, d'air qui sont perçus que vraiment le son. Enfin bon, c'est un peu compliqué, l'audition, on ne sait pas vraiment trop bien comment ça fonctionne. Ensuite, le goût et l'odorat. Alors ça, c'est des sens qui sont très importants puisqu'elles doivent repérer des fleurs, hein, donc forcément, ce sont des choses qui auront une grande importance. Des fois, je fais des pauses, hein, quand je parle parce que je switch entre mes notes du PowerPoint et je regarde s'il y a des commentaires. Alors tout à l'heure, on a vu que la petite osmie, elle récupérait du pollen pour sa larve. Alors effectivement, le pollen sert principalement aux larves. Le pollen, c'est une source de protéines, même si les abeilles la consomment aussi. Quand je dis les abeilles, je groupe abeilles, bourdons, tout ça. Même si les bourdons sont des abeilles de manière. Donc Apis mellifera, Mombus terrestris, tout ça.
Donc, elles en consomment un peu, mais principalement ça va aux larves, et elles consomment du nectar. Donc le pollen, c'est plus de la protéine, le nectar, c'est plus des glucides. Donc le sens du goût est variable selon les castes, c'est-à-dire qu'on va en parler après, selon l'âge des abeilles, elles ont des rôles différents. Et par exemple, les abeilles qui vont chercher la nourriture à l'extérieur, eh bien, entre la phase où elles vivent à l'intérieur de la ruche et la phase où elles sortent de la ruche, eh bien, elles développent une sensibilité plus importante au goût et notamment au sucrose. Elles sont même capables de détecter précisément les acides aminés, puisqu'on se rend compte, donc qui vont permettre de créer les protéines par la suite, puisqu'on se rend compte que si on leur propose une solution de sucrose pure et une solution de sucrose avec acide aminé, elles préfèrent le sucrose avec acide aminé. Donc elles ont un goût, a priori, où elles peuvent ressentir certaines choses. Maintenant, on a décodé le génome des abeilles. Manifestement, leur sens du goût est assez pauvre, comparé par exemple à des insectes comme les mouches drosophiles qui ont un très bon sens du goût. Chez les abeilles, ça a l'air d'être un petit peu moins excitant dans l'ensemble. Alors, elles ressentent pas le goût uniquement avec donc le proboscis, qui est l'élément de la bouche. Alors, elles ont des petits poils autour du proboscis qui permettent ça, mais elles sentent aussi avec les antennes et avec les tarses, avec les pattes, elles ont des poils qui permettent de ressentir. Donc, il suffit de se poser sur une fleur pour goûter en fait la fleur. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que, alors quand vous faites des études sur les animaux, souvent on utilise. Ah, merci Gomesia pour la précision. C'est vrai, j'aurais dû le noter. Ouais. Donc, souvent, ce qu'on fait quand on veut entraîner des animaux, c'est qu'on utilise l'appétit. On lui donne une récompense gustative pour le récompenser d'avoir fait quelque chose. Et puis, pour le punir, souvent, on va mettre une solution amère. Alors, très fréquemment, c'est de la quinine qui est utilisée, qui est amère. Donc, on ressent l'amère parce qu'en général, c'est lié aux toxines. Et quand on teste sur les abeilles, effectivement, elles réagissent à l'amère. Elles réagissent comme une punition, comme un autre animal. Ce qui est plus bizarre, c'est qu'on n'a pas trouvé de gène qui code pour l'amère. Donc, physiologiquement, on ne comprend pas pourquoi elles réagissent au goût amer. On pense que peut-être ça inhibe la réception du sucre, du sucrose, mais ça reste un peu mystérieux comme affaire. Ça marche bien. On sait que si jamais on les oblige à devoir consommer soit un truc amer, soit un truc vraiment empoisonné, elles consommeront le truc amer, le truc empoisonné, elles éviteront un peu plus, il me semble. Mais si on les force, elles vont quand même le manger. Donc voilà. Donc voilà pour le goût, c'est pas quelque chose qui a été énormément étudié. Alors l'odorat est très important parce qu'elles reconnaissent les fleurs en partie à l'odorat. Alors au goût, à l'odorat, on va le voir à beaucoup d'autres phénomènes. Alors l'odorat sert pour plein de choses chez les abeilles. Il sert donc à la reconnaissance des fleurs, c'est certain, mais ça sert aussi comment je peux appeler ça, de marquage sur les fleurs. C'est-à-dire que quand une abeille passe sur une fleur, elle a des glandes qui vont déposer sur la fleur une odeur particulière. Et ça, pareil, on en parlera un peu plus tard, mais ça va servir d'indication pour elle, pour se dire « Ah non, je suis déjà venu là, je repasse pas ». Mais aussi pour les autres, de se dire « Bon, cette fleur, elle a déjà été utilisée ». Alors, on verra que ça peut être varié. Et ça peut être utilisé. Il y a aussi les odeurs de signaux d'alarme. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a un signal d'alarme qui est diffusé sur une fleur, eh bien à ce moment-là, les autres abeilles vont éviter cette fleur et éviter de se mettre dessus, quoi. Et d'ailleurs, on se rend compte que les abeilles lient très bien n'importe quel élément visuel avec une phéromone d'alarme. Donc il y a une création qui se crée pour faire un lien entre un prédateur et cette phéromone d'alarme, ce qui leur permet du coup d'apprendre des nouveaux prédateurs de cette manière-là, quoi. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on se rend compte que, alors ça on en reparlera demain, que les bourdons peuvent reconnaître l'odeur de bourdons qui n'appartiennent pas à leur colonie comparée à celles qui appartiennent à leur colonie, mais en plus ils sont capables de différencier leur propre odeur de celle d'un autre bourdon de leur colonie. Oh pardon. Et ça, c'est extrêmement impressionnant, puisque c'est ce qu'on essaie de faire sur les nouvelles versions du test du miroir. Donc, face à la mer. Donc voilà, voilà pour l'odorat. L'odorat est manifestement vraiment pas vilain chez ces animaux-là, quoi. Mais encore une fois, c'est très dur à évaluer. Faut vraiment comprendre en plus qu'on est sur des animaux qu'on peut pas facilement immobiliser. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, puisque jusqu'à encore la fin des années 90, on considérait que c'était des robots. Donc en fait, la plupart des choses, on s'en foutait, on n'étudiait rien. Réellement, vous allez voir, la plupart des études que je vais citer là, elles datent des 5-10 dernières années, et même, bon, je n'ai pas regardé, mais je pense que presque la moitié doit dater des 2 dernières années. Les abeilles perçoivent aussi la chaleur. Alors on verra à quel point ça peut être précis sur la reconnaissance des fleurs tout à l'heure, mais pareil, quand elles se posent dessus avec leurs tarses, elles sont capables de différencier des différences de température de l'ordre de 2 degrés.
Ce qui veut, en fait, les fleurs, si vous voulez, elles ont, selon leur couleur, selon leur espèce, selon leur orientation par rapport au soleil, la façon dont est faite la fleur, etc. Ça va générer des formes c'est ce qu'on voit là sur les images, hein. Ça va générer, on voit selon les espèces, ça génère des formes de température que les abeilles peuvent reconnaître. Ça fait partie des informations qu'elles utilisent pour reconnaître une fleur. Et en plus, certaines fleurs maintiennent une certaine température un peu plus élevée, les pétales notamment. Et ça, c'est important parce que beaucoup d'insectes ont besoin de garder une certaine température corporelle pour voler. C'est pour ça, quand il fait froid, par exemple, vous voyez très peu d'insectes dehors en vol. Simplement parce qu'il leur faut une certaine température pour pouvoir voler. Eh bien, les fleurs permettent de maintenir justement cette température adéquate. Donc, les abeilles vont préférer des fleurs qui ont justement une température qui va bien. Donc, vous voyez, par exemple, ça, c'est une étude de 2007, quoi. Et aussi récemment, en 2007 toujours, on s'est rendu compte que les abeilles utilisent et perçoivent le champ électrique, le champ électrostatique notamment. On s'est rendu compte que les fleurs aussi généraient un champ. C'est ce qu'on voit ici. Vous voyez là, c'est les mêmes fleurs avec c'est une espèce de poussière électrostatique. On se rend compte que c'est pas homogène dessus. Vous voyez par exemple là, ça fait bien le contour, clac, clac. On voit qu'il y a des différences. Et pareil, ça crée des formes. Et on s'est rendu compte que les abeilles l'utilisent. Elles sont capables de reconnaître les formes avec ça. Alors ça joue aussi dans la communication entre elles, de reconnaître ces stimuli électriques. Manifestement, c'est des poils mécanosenseurs qui permettent de sentir ça. Il y a aussi des trucs dans les antennes, a priori. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les fleurs sont liées au sol, donc elles sont en général chargées négativement, et les abeilles en volant vont se charger positivement. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que quand elles vont s'approcher des fleurs, eh bien en fait, elles vont attirer le pollen. Et le pollen va venir se mettre sur les abeilles et se coller sur les abeilles par phénomène d'électricité statique, quoi. C'est des choses qu'on a découvert assez récemment, notamment le fait qu'elles utilisent vraiment, elles perçoivent vraiment le champ électrostatique, électrique, il n'y a pas de doute, quoi. Elles sont même capables de différencier, oui, des champs de géométrie différentes, pour reconnaître justement des patterns de fleurs, quoi. Et alors là, on va attaquer la vue. Alors la vue, c'est extrêmement complexe. Je vais essayer de faire un truc light, parce que c'est vraiment, vraiment très dur. Et elle est très différente de la d'autre. En fait, on ne comprend même pas vraiment comment elle traite cognitivement l'information. Alors, globalement, les abeilles, contrairement à ce qu'on a l'impression sur les photos là, elles n'ont pas 2 yeux, elles en ont 5. Ce qu'on appelle des ocelles, elles en ont ici, elles en ont 3 en forme de V, qu'on voit là. Alors elles captent la lumière et a priori elles permettent l'orientation. C'est-à-dire que, par exemple, si l'abeille est inclinée vers le ciel, eh bien, l'ocelle de devant va recevoir plus de lumière que les deux de derrière. Donc elle peut comprendre qu'elle est inclinée comme ça. Si elle se baisse, c'est l'inverse. C'est les ocelles du haut qui, elles, cette fois-ci, vont capter l'information. Donc ça va gérer manifestement l'inclinaison. Ensuite, donc, dans les yeux, elles ont à peu près 4500 petites lentilles qui donc prennent une vue pointilliste de l'environnement. Les mâles en ont plus, parce que les mâles, à la période de reproduction, il y a beaucoup de mâles et il y a très peu d'élus pour féconder la reine, donc il faut repérer la reine très vite, donc eux, ils en ont 7500. Les reines en ont moins, parce qu'elles n'ont pas besoin d'aller chercher leur nourriture à l'extérieur de la ruche, donc elles en ont que 3500. Les mouvements de la tête sont très limités, mais avec des yeux gigantesques comme elles ont une vision à peu près à 360 degrés. Alors comme nous, elles fonctionnent sur 3 couleurs. Mais elles n'ont pas le rouge. C'est pas fréquent le rouge, à vrai dire, chez pas mal d'espèces. Elles sont décalées d'un cran, c'est-à-dire qu'elles ont le bleu, le vert et l'ultraviolet. Notamment, nous, on a des couleurs qui se chevauchent, des cônes qui se chevauchent un peu. Chez les abeilles, tout est très bien réparti. Donc elles ont une assez bonne discrimination des couleurs. Elles ont en revanche des zones totalement ultra spécialisées. C'est-à-dire que l'avant des yeux est spécialisé pour l'acuité visuelle. Le bas est plutôt spécialisé pour la vision des couleurs, et le haut plutôt pour tout ce qui est polarisation de la lumière. On va y venir après, parce qu'elles peuvent gérer la polarisation de la lumière. En revanche, pourquoi elles ont des yeux à facettes? Souvent on peut se poser cette question, c'est parce que c'est plus léger en fait, simplement. Si elles avaient des yeux comme les nôtres, elles traîneraient la tête comme ça en avançant. Et leur acuité spatiale, c'est-à-dire un peu comme quand vous êtes chez l'ophtalmo et que vous regardez les lettres, leur acuité spatiale est beaucoup moins bonne que la nôtre, genre 100 fois moins bonne. Donc elle voit en gros elle voit précisément à peu près à 5 cm de distance. Après c'est relativement flou, mais pas tant que ça. On va voir qu'elles ont quand même une assez bonne discrimination. En revanche, en contrepartie, comme beaucoup de petits animaux, elles prennent beaucoup d'informations par seconde. Donc le monde tel que nous on le perçoit est beaucoup plus lent pour les abeilles. Moi, si je fais un mouvement comme ça, eh bien, vous le voyez à la même vitesse. Pour une abeille, ça sera beaucoup plus lent.
Si on prend les anciennes télés à écran à tube cathodique, qui étaient aux alentours de 60 Hz, 50 Hz, pour nous, c'est une image animée. Pour des abeilles, c'est une série de diapositives. Donc, en plus, elles ont donc tout un mécanisme qui fait qu'elles perçoivent presque plus de flux de mouvement, beaucoup moins. C'est normal parce qu'elles se déplacent très vite, donc ça ne serait pas rentable du tout pour elles d'avoir un flux de mouvement comme nous on a. Visiblement, elles prennent l'information de manière séquentielle, c'est-à-dire qu'elles ne regardent pas l'ensemble, il n'y a pas des éléments qui pop. Elles sont obligées de scanner en permanence. Alors, elles voient tout, mais il faut qu'elles regardent de manière active en permanence. C'est probablement dû au fait qu'elles aient peu de neurones, et du coup, elles ne peuvent pas traiter toutes les informations en même temps. Donc, il faut qu'elles traitent les infos au fur et à mesure si elles veulent pouvoir tout prendre en compte. En revanche, à la fin, elles prennent vraiment tout en compte. Elles ne voient pas la 3 dimensions, on va en reparler plus tard. Elles utilisent l'effet parallaxe pour ça, mais je vais y revenir. Et il faut savoir que souvent on a tendance à considérer que les humains possèdent à peu près tout à 100% et que les autres animaux possèdent des trucs à divers degrés. C'est complètement faux, hein, que ce soit d'un point de vue cognitif ou que ce soit d'un point de vue perception sensorielle. Par exemple, les abeilles sont plus rapides que la plupart des animaux pour associer des couleurs et des récompenses, parce que ça correspond à leur mode de vie de tous les jours. Si vous avez vu passer la fameuse histoire du test du miroir, récemment il y a un labre nettoyeur qui a réussi le test du miroir, donc le test de reconnaissance de soi. Hein. Et si on compare avec les autres espèces qui l'ont passé, honnêtement, c'est un... Alors, c'est pas passé en comité de lecture encore, donc à voir, mais enfin, vu la gueule du protocole, c'est un des plus beaux tests. Ils le passent comme ça. Mais c'est normal, parce que quand on connaît les labres, on voit très bien que leur mode de vie fait que c'est des candidats prédisposés à réussir ça. C'était évident qu'ils le passeraient. Donc on se rend compte en fait que souvent il suffit que ça corresponde au mode de vie social et écologique, et des animaux vont être plus performants que d'autres sur certaines tâches. Il y a des animaux qui sont plus performants que nous sur certaines tâches, nous qui sommes plus performants sur d'autres tâches. Bon. Donc là, ça c'est une étude où justement ils voulaient voir si elles étaient capables de différencier des paysages complexes, et c'est le cas. Donc là on voit un petit peu le mouvement que suit une abeille. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, trop compliqué. Et ça c'était... Alors c'est pas vraiment... C'est sorti comme une étude, mais... En fait, ils ont voulu comparer des peintures. C'est une association entre Lars Fitka, qui est un des grands spécialistes du travail sur les abeilles, et un artiste. Et en fait, leur objectif, c'était de mettre en valeur le travail artistique et le travail sur les abeilles. Donc là, c'est un bourdon. Et ils ont présenté différentes peintures avec des fleurs à des bourdons pour voir sur quelles fleurs les bourdons se poseraient. Pour voir quel est l'artiste qui ferait les fleurs les plus réalistes, entre guillemets. Il s'avère que c'est les tournesols de Van Gogh qui a remporté. Les bourdons préféraient largement les fleurs des tournesols de Van Gogh. Alors on verra justement que les tournesols ont une importance vraiment très spécifique pour ces animaux. Et donc voilà comment on a compris qu'elles percevaient la 3 dimensions. Alors, c'est assez impressionnant comme protocole. Comment ils ont fait ça? En fait, ils ont fait des petites boîtes comme on voit ici. Tac. Et à l'intérieur, ils ont plié des formes de papier. Alors, ils ont mis, vous voyez, comme des petits QR codes dessus, c'est pour brouiller un petit peu la vision de la forme. Donc, c'est ce qu'on voit un peu aussi ici. Vous voyez, là, il y a la boîte, et à l'intérieur, c'est le papier plié. Donc, soit il est plié comme ça, soit il est plié en forme de M vu de dessus. Donc, ça, c'est vu de dessus. Et ensuite, on regarde comment font les abeilles. Et c'est là où on se rend compte qu'elles utilisent l'effet parallaxe. C'est-à-dire que l'abeille s'oriente sur la pointe, qui est la zone la plus proche, et ensuite, elle se décale et elle voit le mouvement. Donc, l'effet parallaxe, c'est ce que vous voyez quand vous êtes dans un train. Regardez par la fenêtre, ce qui est au fond bouge moins vite que ce qui est proche. A priori, c'est comme ça que les abeilles perçoivent la 3 dimensions. Donc on se rend compte que quand elles ont été entraînées à repérer certaines formes, invariablement, elles repéraient toujours mieux la forme sur laquelle elles avaient été entraînées. Et d'ailleurs, alors ça je ne l'ai pas mis, tiens, j'ai oublié de le mettre, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que manifestement, si jamais on met, donc vous voyez sur une espèce de fond cryptique, un peu comme celui-là, là, si jamais on met un fond cryptique et un disque dessus, et aussi avec le même, donc un cercle, qui est aussi mélangé un peu avec les mêmes formes cryptiques, ben, les abeilles n'arrivent pas à le reconnaître. En revanche, si on les a d'abord entraînées avec un cercle visible et qu'ensuite on remet le truc initial critique, eh bien là, elles sont capables de le reconnaître. Ce qui veut dire que l'expérience initiale a une influence sur la façon dont elles traitent l'information visuelle. Et on va voir que justement les abeilles en fait apprennent beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui jouent avec le contexte, avec les prises d'informations. Et donc sur la vue, je vais terminer avec ça. Les abeilles sont également capables de voir la polarisation de la lumière, c'est-à-dire l'orientation des rayons globalement du soleil. Donc ça, c'est des tests qu'ils ont fait en mettant des abeilles dans des couloirs. Et ce qu'on voit en haut, les traits là, ils ont volontairement déformé en fait la polarisation de la lumière. Ils ont éclairé différemment. Et les abeilles ont une danse dont on parlera beaucoup, on terminera là-dessus ce soir. Elles ont une danse qui indique un endroit où se trouve de la nourriture.
Et donc ça, le trait rouge, c'est l'endroit où elles se trouvent, et là, c'est les denses globales, donc on se rend compte que les denses sont assez justes. Si on tourne dans l'autre sens la polarisation, on se rend compte qu'elles dansent dans l'autre sens. Donc c'est intéressant parce que ça montre qu'elles utilisent bien la polarisation de la lumière pour se diriger. En 2013, c'est là où on s'est vraiment rendu compte de comment ça marchait. Alors après, ils ont été chiés, ils se sont amusés à modifier. Vous voyez, le début du parcours est à l'horizontale et puis le reste est vertical. Donc là, les abeilles, elles indiquent des tournants. Enfin, c'est pas très sympa comme truc. Est-ce que j'ai parlé plus loin? Ouais, je crois que j'en parle plus loin de la façon dont elle gère les distances. Ouais, ça doit être. Donc maintenant, on va voir à quoi ressemble la vie d'une abeille, globalement. Donc les abeilles sont des insectes eusociaux. On appelle des insectes eusociaux. Donc les insectes eusociaux, en gros, ça doit remplir 3 traits. Il faut une gestion coopérative des jeunes par tous les membres de la colonie. En deuxième, il faut une division du travail avec des individus plus ou moins stériles qui bossent pour des individus qui, eux, sont féconds, donc une reine par exemple, et un chevauchement de plusieurs générations d'adultes notamment. Donc chez les abeilles à miel, au départ, donc bon, on a des larves qui vont faire les reines, donc ça, là si tu vas faire une reine, bon bah tu ponds des œufs, tout ça, ta vie elle est un peu... Ah, elle est réglée. Sinon, je nais, clac, je sors de mon machin. Au départ, leur premier but dans la vie, ça va être de nettoyer. Donc elles vont être jeunes, elles vont s'occuper de nettoyer, de nourrir les larves, de s'occuper dans la ruche. Elles ne sortent pas du tout. Ce qui est intéressant, je vais en parler juste après, c'est que les nurses font... Ouais, je vais le mettre de côté, j'en parle juste après. Les nurses font aussi de l'automédication. Bon. Donc les nurses vont s'occuper des larves. Ensuite, au bout d'un moment, donc vous voyez, là, elles commencent à nettoyer, tout ça. Ensuite, elles nourrissent et on va voir, elles soignent les larves s'il y a besoin. Ensuite, elles passent par une phase où elles construisent. Alors ça, on va beaucoup en parler. Elles aident à rebâtir et à construire la ruche, les rayons de la ruche. Ensuite, elles deviennent des gardes à l'extérieur. Ensuite, il manque une phase là, bon, on peut la lier à garde, ça devient des ventileuses, c'est-à-dire elles gèrent la température de la ruche et elles incitent, il y a des individus plus influents qui incitent les nurses à battre des ailes parce qu'ils n'ont pas le même seuil de déclenchement de chaleur, enfin bon. Et voilà. Et ensuite, elles partent à l'extérieur vivre leur vie. Donc, pour donner une idée, la durée de vie d'une abeille, une reine, sa vie, donc chez Apis mellifera, ça vit entre 3 et 5 ans, ça dépend selon les espèces. Une ouvrière, l'été, ça vit 5 à 6 semaines, il y a un fort taux de mortalité dû à la prédation notamment. Et l'hiver, 5 à 6 mois, parce qu'elles sortent très peu des ruches. Donc les larves vont signaler qu'elles ont faim par phéromones, et ensuite, les nurses vont les nourrir. Mais il peut aussi y avoir des infections qui se produisent. Et on se rend compte que, par exemple, des bourdons, quand ils sont infectés, eh bien, ils vont consommer des alcaloïdes. Là, c'est ce qu'on voit. Alors, ouais, ça, c'est l'étude sur les bourdons. On se rend compte qu'ils consomment plus de plantes avec des alcaloïdes, notamment de la nicotine, qui pose un gros problème, justement, parce que la nicotine, en plus, crée une addiction, comme chez nous, et que les herbicides, les trucs genre le glyphosate, tout ça, sont des néonicotinoïdes. Par conséquent... Par conséquent, ça crée des bourdons qui privilégient les endroits où il y a des herbicides. On s'est rendu compte, là, c'est une étude qui est sortie il y a, je sais pas, 3 semaines, 1 mois, comme ça. On se rend compte qu'une fois que les bourdons sont habitués à consommer des plantes avec de la nicotine, eh bien, ils privilégient les plantes avec de la nicotine. Donc, si on les entraîne avec des plantes saines et des plantes avec du glyphosate, par exemple, ils privilégieront toujours les plantes avec du glyphosate. Alors qu'on sait que ça provoque des troubles cognitifs, malheureusement. Donc en revanche, quand les bourdons sont infectés, qu'ils ont différents types de parasites, eh bien ils vont consommer des alcaloïdes, ce qui ralentit la progression. Alors ce qui, dans ce cas présent, ne diminue pas la mortalité. Il y a d'autres études qui montrent que c'est variable. Chez les abeilles, il y en a qui peuvent carrément se soigner complètement avec. On peut avoir des réductions d'infection jusqu'à 80%. Probablement que ça évite justement de transmettre aussi des maladies dans la ruche, parce qu'ils sont moins infectés. Les individus qui sont trop infectés, en général, se sacrifient, ils abandonnent la ruche et ne reviennent jamais. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, le pollen dans les alvéoles sont rangés par fleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mélange de pollen. Donc les individus, les nurses, peuvent choisir quel type de pollen elles vont utiliser pour nourrir les larves. Et là, c'est ce qu'on voit ici dans cette étude-là. Alors, elle est un petit peu compliquée vue comme ça. Donc, Linden, si je ne dis pas de bêtises, c'est du tilleul. Ça doit être du robinier. Honeydew, c'est du miella. Et Sunflower, c'est du tournesol. Donc ça, c'est 3 stades d'infection. A, pas trop infecté. B, un peu plus infecté. C, très infecté. Rouge, c'est ce qui est préféré par rapport à ce qui est en haut. Et bleu, c'est ce qui est moins préféré. Donc on se rend compte que quand elles sont peu ou pas infectées, elles aiment bien le robinier,
elles aiment beaucoup le miela et un petit peu le tournesol. Ensuite, avec un peu plus d'infection, on se rend compte que, donc là, quand on compare le reste au tournesol, le tournesol commence à être privilégié sur le reste. Vous voyez, par rapport à du tilleul, surtout par rapport à du robinier, et surtout par rapport à du miela, on se rend compte qu'il y a un fort choix. La bêtise, là, c'est le tilleul qui est choisi sur le miela. On se rend compte au contraire là que le tournesol est privilégié et plus on augmente, bon c'est un peu compliqué, je vais pas y passer 2 heures, plus on augmente, plus on se rend compte en fait que le pollen de tournesol est privilégié par les nurses. Et quand on analyse le pollen de tournesol, on se rend compte qu'il a des activités antimicrobiennes plus efficaces que tous les autres pollens. Donc il y a manifestement ce qu'on appelle une immunité sociale. Parce que le problème c'est que les abeilles vivent en grande colonie, et elles ont des différences génétiques très faibles. Donc il y a de forts risques pathogènes. Pour éviter ça, elles ont développé ce qu'on appelle donc une immunité sociale, c'est-à-dire prendre des précautions. Par exemple, si jamais il y a un individu étranger à la ruche qui meurt à l'intérieur de la ruche, des fois ça arrive par exemple que des souris rentrent et que les abeilles, la voyant comme un prédateur éventuel, l'attaquent, la tuent, eh bien elles vont faire une espèce de sarcophage de cire autour. Si c'est des petits individus qu'elles peuvent bouger, elles vont les sortir. Elles peuvent augmenter également l'utilisation de propolis. Parce que le propolis, en fait, a des vertus justement médicinales. Alors le souci aussi, c'est qu'au fur et à mesure, dans les périodes d'apiculture, etc., ils ont choisi des abeilles qui faisaient de moins en moins de propolis, simplement parce que c'est pénible pour ouvrir la ruche. Mais ça nuit aussi à la survivabilité des ruches de faire ça. Donc, Kling. Bonjour Valgré. Ah, j'ai pas eu le temps de lire tout le nom. Bonjour Valgré et le nom plus long que je n'ai pas eu le temps de lire. Donc voilà pour l'automédication. Je sais plus ce que j'étais en train de dire, peu importe. Tac. Donc, ensuite... Ah oui, je parlais de l'immunité sociale. Bon, j'en avais fini globalement. Donc ensuite, eh bien, c'est bien, les abeilles, maintenant, elles ont été gardes, elles ont protégé l'entrée de la ruche, tout ça. Et puis arrive un jour où il faut partir. Arrive un jour, il faut faire les courses, il faut aller chercher à manger, ramener à manger de la ruche. Donc il y a une transition qui se fait entre ouvrière dans la ruche et chercheuse. Notamment le cerveau, ce qu'on appelle le mushroom body, le corps champignon, je suppose en français, grossit. Probablement pour se préparer justement à mémoriser tous les trajets, parce qu'elles vont avoir beaucoup de choses à mémoriser par la suite. Donc il y a vraiment une modification cérébrale qui se produit. Bonjour Green the Choupisson. Ah, vous faites chier avec votre nom super long là. Valgré Guzman. Il n'y a pas de souci. Valgré Guzman. Enfin, mais les noms à rallonge, les gens. Quoi. Donc voilà. Et également, il y a le goût se modifie pour être plus sensible au sucrose. On en parlait tout à l'heure. Donc ensuite, il y a différentes choses qui vont faire que les individus vont aller chercher à l'extérieur. Par exemple, chez les abeilles, donc il y a la danse dont on va parler après. Chez les bourdons, ils ont aussi une danse spécifique. Mais les bourdons, ils évaluent plein de choses. C'est-à-dire, les bourdons, avant de partir chercher à manger, ils évaluent est-ce qu'il y a eu beaucoup de nectar qui est rentré récemment? Où en sont les phéromones de la reine? Est-ce qu'il en reste beaucoup dans les stocks? Donc en fait, il y a plein d'éléments qui font que c'est pas un truc impulsif, genre comme une machine, il y a une diminution de plein d'événements, on part. Non, non, il y a vraiment une évaluation qui se fait de ce qu'on peut faire, est-ce qu'on doit y aller, est-ce qu'on doit pas y aller, quoi. D'ailleurs, ils évaluent fréquemment la qualité et la quantité des stocks, les bourdons. Parce que, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de bourdons qui partent à la recherche de nourriture. Sur les colonies, en général, c'est quoi? C'est 10%, quoi. Et donc, vous êtes une abeille, et pour la première fois, vous sortez de la ruche. Un peu la panique, parce que vous n'êtes jamais sorti de la ruche de votre vie. Donc, l'endroit est complètement inconnu. Alors, comment elles font? On pense qu'elles utilisent l'optic flow. Alors, l'optic flow, c'est... c'est le mouvement d'image qu'elles observent en volant. En gros, c'est ça. Quand elles vont voler, elles vont voir l'image bouger et elles vont se servir de ça. Alors, on pense qu'elles utilisent pour se repérer, en gros, trois grosses techniques. Mais on n'en est pas sûr. Donc, il y a l'optic flow, qui permet de se repérer, de repérer les distances, qui est remis à zéro, on va appeler ça un odomètre, qui est remis à zéro à chaque point de repère. Donc, elles vont utiliser aussi des points de repère. Elles utilisent, a priori, un alignement image matching, qui s'appelle comme ça, c'est-à-dire, en gros, elles vont faire plein de petites captures d'écran, et ensuite elles vont bouger jusqu'à bien aligner l'image qu'elles ont en tête. Alors on n'est pas sûr en plus qu'elles créent des images mentales, mais
a priori c'est le cas, l'image qu'elles ont en tête sur l'image qu'elles voient. C'est pour ça que quand un bourdon va quitter sa ruche ou une abeille, ils vont commencer à en sortir la première fois et faire des zigzags, ensuite se retourner face à la ruche et faire les mêmes zigzags. En fait, c'est pour créer plein d'images, de façon à ce que quand ils reviennent, ils fassent des zigzags et à un moment, fouac, ils calent l'image comme ils l'imaginaient. Et il y a le positional image matching aussi, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de faire un snapshot d'une image générale et reconnaître un petit endroit dessus. Par exemple, je sais que la ruche de tel angle, elle ressemble à ça, donc là, je la vois là-bas, c'est bon. Donc, bon, c'est compliqué, je ne vais pas y passer 3 plombes, mais voilà, elles ont plusieurs techniques, elles vont scanner un peu l'environnement, parce qu'il faut savoir qu'elles peuvent partir sur plus de 10 km de distance, donc il y a beaucoup de choses à mémoriser, beaucoup de distances à mémoriser, et une fois que tout ça est fait, elles vont monter en altitude et regarder la totalité de la zone pour mémoriser un peu tout ça. Donc là, c'est ce qu'on voit ici, vous voyez, typiquement, ça c'est les zigzags qu'on voit sur la navigation d'un bourdon, le zigzag au retour, poum, 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 poum. Là c'est le tour au départ, c'est-à-dire elle part de la ruche, elle fait demi-tour pour se mettre face à la ruche et on repart. Et là, ce qu'on voit, c'est les premiers jours d'un bourdon. Donc, alors, malheureusement, ils ont fait ça vers sur vers. Je ne sais pas si c'était l'idée la plus pertinente du monde. Donc, le premier jour, le bourdon va scanner un petit peu toute la zone. Vous voyez, par au nord, nord-est, nord-ouest, pardon, nord-est, est, un petit peu sud. Et puis là, il trouve un coin intéressant, donc il y revient. Non, pardon, 1 et 2, c'est pas la fréquence, c'est le matin et l'après-midi, je crois. J'arrive pas à lire, c'est écrit trop petit. Ensuite, ça c'est le deuxième jour, donc là c'est la fréquence. Donc au départ, on s'en rend pas bien compte, mais ici, il n'avait pas fait la zone sud-ouest. Donc le lendemain matin, il fait un petit peu la zone sud-ouest, et puis là, pouf, il trouve un bloc de fleurs. Donc souvent, les animaux restent sur les mêmes blocs de fleurs jusqu'à ce qu'ils les aient épuisés. Et ensuite, ils reviennent... Bon, bah si Grinis était déjà pris, alors. Et ensuite, ils reviennent sur ils reviennent sur le même bloc de fleurs jusqu'à épuisement, et là c'est ce qui se passe, on voit que là ils le font. Et le lendemain, ils reviennent, et puis ils se rendent compte que bon, il n'y a plus grand chose à manger là, donc clac, ils partent sur le suivant. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ils utilisent énormément d'informations générales, ils peuvent utiliser donc des points de repère, ils peuvent utiliser le compas céleste, c'est-à-dire la polarisation de la lumière, les couleurs, les odeurs, l'heure de la journée. Ils mémorisent par exemple s'il y a telle heure, par exemple le matin, il y a telle fleur qui est éclose et il faut aller sur celle-ci, et puis l'après-midi c'est plus rentable d'aller sur celle-là qui n'était pas éclose le matin. Eh bien, ils sont capables, entre le matin et l'après-midi, de changer de fleur. C'est assez hallucinant, ils sont capables de faire des raccourcis, mais uniquement s'ils voient l'obstacle. Ça, ils ont fait des tests en fait où, très loin de la ruche, il y avait une mangeoire qui était dans une carrière, donc dans une carrière de pierre, donc qui était complètement encastrée, et de l'autre côté, une qui était dans une espèce de plaine. Et en fait, on se rendait compte que les abeilles pouvaient faire une ligne droite entre la ruche, la ruche, la plaine et la carrière. En revanche, une fois qu'elles étaient dans la carrière, elles n'allaient pas directement sur la plaine parce qu'elles ne la voyaient pas probablement. On pense qu'en fait, vu qu'elles ne peuvent pas mémoriser beaucoup de choses, on va voir en revanche qu'elles mémorisent très bien, mais en fait, elles conceptualisent énormément pour mémoriser. Elles ont besoin de voir les choses en permanence pour pouvoir, elles ont besoin d'avoir une vision active pour pouvoir gérer beaucoup d'informations en parallèle. Et puis ensuite, vous avez trouvé des fleurs, mais entre vos fleurs, entre vos blocs de fleurs, elles se retrouvent devant ce qu'on appelle le dilemme du vendeur de porte-à-porte. Comment est-ce qu'on fait pour optimiser le trajet? Alors vous pouvez soit faire n'importe quoi, changer complètement de trajet, partir n'importe où, bon. Ou alors, il y a 2 façons de gérer ça. Alors là, c'est une expérience qu'ils ont faite, donc le nid est là, et puis il y a des mangeoires, 1, 2, 3, 4, 5. Alors il y a 2 façons de répondre au dilemme du vendeur de porte-à-porte. La première, c'est d'optimiser le trajet total. C'est celui-là. Clac, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est le trajet minimum. La deuxième façon de répondre, c'est de minimiser le trajet entre les gamelles. Clac, 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 et de revenir comme ça. Donc la grande question, c'est comment font les abeilles? Comment font les... Je crois que ça a été fait sur des bourdons, en l'occurrence, ouais, Bumblebees, ça a été fait sur des bourdons. Donc, alors, ça a été fait à plusieurs reprises, on a montré qu'ils pouvaient répondre en faisant celui-là, mais qu'en général, ce n'était pas celui-ci qui était privilégié. Voilà un petit peu, là, on a 3 abeilles, et c'est sur différents jours. Donc le premier jour, il les trouve un petit peu dans le désordre déjà. Il les trouve pas forcément dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, etc. C'est un petit peu le bordel, il trouve. Alors, il y en a, c'est marrant parce que vous voyez, on a 1, 2, 3, 5. En fait, il y en avait un peu plus que ça. Mais il y en a qui se paumaient en fait. Enfin, qui se paumaient pas, mais elles aimaient pas les mangeoires artificielles. Donc c'est ce qu'on voit là-haut, la mangeoire artificielle. Elles aimaient pas trop la mangeoire artificielle et elles partaient plutôt chercher des vraies fleurs. Donc voilà. Donc le premier jour, on voit que c'est un peu l'anarchie. Il y en a qui sont jamais découverts. Par exemple, là, on voit bien que ceux qui sont en haut là n'ont pas été trouvés. Ça, c'est le premier jour.
Et puis le deuxième jour, alors on se rend compte qu'au matin, il y a des petites variations qui se créent. Alors les chercheurs pensent qu'elles mémorisent un premier trajet, mais pas à bloc, de façon à pouvoir redécouvrir des trajets plus efficaces. Donc le lendemain matin, on se rend compte que l'abeille 1 commence à avoir un schéma qui est à mi-chemin en fait entre celui-ci et celui-ci. Bon là, elle a toujours pas trouvé en haut, elle. Elle, c'est pareil, on est un peu à mi-chemin. Souvent, il y a un trajet, on va dire un trajet 1 et un trajet 2. Un trajet préférentiel et un trajet un peu moins excitant. Et au troisième jour, eh bien, on se rend compte que le trajet commence à ressembler beaucoup plus, notamment chez l'abeille 3, à ce trajet-là. Et en moyenne, on se retrouve avec cette réponse-là. Donc elle minimise le trajet entre les différentes mangeoires. Sachant qu'il y a toujours de grandes variations entre les différents individus. On a vraiment des marques très très poussées de différences interindividuelles. On a des bourdons qui apprennent très vite, des bourdons qui apprennent très lentement. Il y en a qui apprennent certaines tâches très bien. Et du coup, ils sont très bons sur plein de tâches. En fait, on se rend compte qu'il y a des génies et des gros boulets, quoi. Chez toutes ces... Donc voilà. C'est comme ça qu'elles organisent leurs différents trajets. Et alors là, ça va commencer à vous donner un avant-goût de plein de choses dont on va parler demain, qui seront vraiment super dingues. On a dit tout à l'heure que les abeilles pouvaient repérer les fleurs à la température. C'est le cas. Et elles sont capables de repérer des patterns compliqués. C'est-à-dire, ce que les chercheurs ont fait dans cette expérience de 2017, c'est que, donc ça c'est des fleurs artificielles que vous voyez, et dessous, avec des espèces de résistance, ils ont fait une forme, donc là on a un cercle, là par exemple on a un rectangle et une croix. Et ils ont appris que soit la nourriture se trouvait sur le cercle, soit la nourriture se trouvait sur la croix, sur le rectangle, tout ça. Et ensuite, eh bien on les laisse, donc nous on le voit là sur la caméra infrarouge, eh bien les bourdons y arrivent, sans rien voir, c'est-à-dire sur deux éléments totalement identiques à l'œil, avec les mêmes odeurs, tout est identique, tout est contrôlé, enfin bon, c'est très très contrôlé comme étude. Eh bien, on se rend compte qu'ils peuvent repérer des formes différenciées, une croix d'un rectangle, une croix d'un rond, juste sur les fleurs. Donc ça nous prouve clairement qu'ils sont capables de reconnaître des formes précises sur des fleurs juste à la température. Mais ils ne se servent pas que de ça. On a cette expérience qui est sortie cet été, je crois, en début d'été. Pareil sur des bourdons, je crois, ouais, sur des bourdons. Ils ont voulu voir si les bourdons pouvaient reconnaître des formes olfactives également. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des fleurs artificielles, qui sont des disques en plastique, ils ont mis avec du scotch en dessous. Donc ils ont scotché une espèce de lamelle plastique dessous. Donc ça fait des petits puits. Donc vous avez le cercle plastique percé de trous, donc c'est tous les petits trous qu'on voit là. Et dessous on a une lamelle plastique pour que ça soit fermé. Et dans les petits trous, il y en a où ils vont mettre des odeurs. Salut Cécilia et Réac. Ils vont mettre des odeurs. Et par exemple, dans la croix au milieu, on va mettre à manger, et puis dans le cercle, il n'y aura pas à manger, donc comme ça, il faut apprendre que c'est la croix qui est la bonne. Donc l'odeur, c'est de l'amande poivrée. Et on les entraîne sur les odeurs. Donc là, on voit, parce que ça nous a été mis graphiquement, mais pour elles, tous les plateaux sont absolument identiques. Il faut vraiment, en marchant, reconnaître les odeurs. Et c'est exactement ce que les bourdons sont capables de faire. C'est-à-dire qu'ils passent dessus, et ils reconnaissent les odeurs en sentant, en marchant dessus, ils reconnaissent que ça forme un cercle, ça forme une croix, tout ça. Mais là où c'est super barjot, c'est qu'ensuite, ils les ont entraînés sur des odeurs. Par exemple, ils les ont entraînés sur une croix. Et après, ils les ont mis sur les mêmes fleurs, mais cette fois-ci, sans odeur. Mais les formes étaient marquées par des couleurs. Les trous étaient marqués, par exemple, vous voyez, là, c'est training phase à l'odeur. Et là, le test visuel. Les trucs étaient entourés de couleurs. Est-ce qu'elles sont capables de lier, tiens, j'ai senti une forme de cercle, est-ce que je suis capable visuellement de comprendre que c'est la même chose? Et c'est le cas. Je ne sais pas si j'arrive à être clair, mais c'est le cas. C'est exactement comme par exemple, on va dire, alors je sais pas, je suis pas sûr que c'est un bon exemple. On va dire, vous fermez les yeux et vous touchez un chiffre en relief. Et dans votre tête, vous arrivez à voir le chiffre que vous êtes en train de faire. Bah là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'à l'odeur, vous sentez une odeur, et vous êtes capable de dire cette odeur c'est un cercle, et si ensuite on vous montre un cercle, de dire ouais c'est ça que j'ai senti. C'est super barjot comme truc quoi. C'est hyper impressionnant. Voilà, ça c'est toutes les études qui sortent cet été, il y en a, je sais pas, il y en a une par semaine qui est sortie, des trucs de Stackaby, vous allez voir demain, c'est que des trucs de ce veine là quoi. C'est bien pire que ça. Et puis, il y a aussi beaucoup d'apprentissage social. Il y a énormément d'apprentissage social, alors là c'est marrant. En fait, les bourdons peuvent apprendre à être des voleurs sur les fleurs. Alors pourquoi des voleurs? Parce que les fleurs vont les utiliser pour transmettre le pollen de l'un à l'autre, d'une fleur à l'autre.
Mais si jamais il y a des bourdons qui percent à la base et accèdent directement au nectar, qui font le nectar, eh bien ils vont pas toucher le pollen, et puis bah, la plante elle est comme une conne, puisque bah, son pollen n'est pas transmis. Et là on se rend compte que les bourdons qui ont observé d'autres bourdons en train de mordre à la base des fleurs auront plus tendance à faire la même chose et à devenir des voleurs de fleurs, ce qui peut avoir un gros problème d'ailleurs pour la reproduction de ces plantes, hein, que des bourdons qui n'ont jamais observé ça. On sait aussi que les bourdons, alors ça c'est un truc qu'on commence à connaître pas mal, c'est que les abeilles, les bourdons ont des biais de couleur, ils ont des biais de préférence. Et par exemple, si il y a une fleur qui est très compliquée à manipuler, mais avec une très grosse récompense, avec beaucoup de nectar, eh bien des bourdons passeront plus de temps au départ à apprendre à manipuler cette fleur, quitte à ne rien récolter au départ ou à en récolter beaucoup moins. Par exemple, au tout début, ils vont récolter 40% de ce qu'il y a dessus, et puis après quelques visites, ils vont monter à 90%, donc c'est pas très rentable, mais ils vont quand même s'acharner jusqu'à apprendre à manipuler des fleurs plus compliquées et donc développer des apprentissages comme ça au fur et à mesure. Et ce qui est également intéressant, c'est qu'on se rend compte que la présence d'un autre bourdon a une forte importance et qu'elle est variable contextuellement. Ça, c'est une étude de 2014 où ils ont voulu expérimenter quelle était la meilleure façon d'apprendre socialement pour un bourdon. Donc ils ont testé avec soit un faux bourdon qu'on voit là en résine, soit un vrai bourdon démonstrateur, je ne sais plus si c'est des individus vivants ou pas, je ne suis pas sûr, je ne sais plus, soit personne, soit un vieux carré. Et on se rend compte que quand il s'agit d'un individu vivant, vous voyez par exemple il y a plusieurs couleurs de fleurs différentes, eh bien ils vont généraliser à toutes les fleurs de couleur. Par exemple, au départ, ils vont découvrir, s'ils ne sont jamais venus dans cette zone et qu'ils n'ont pas de connaissances. Un bourdon qui n'a pas de connaissance sur les fleurs ne se fie pas à sa connaissance, puisqu'il n'en a pas. Donc il va avoir tendance à aller chercher les fleurs où il y a d'autres bourdons dessus, parce que c'est une indication que c'est des fleurs intéressantes. Donc il va y aller. Si c'est un vrai bourdon, il peut généraliser à toutes les couleurs. Par exemple, si c'est des vrais bourdons sur les fleurs roses, eh bien il va pas trop aller sur celui où il y a d'autres bourdons pour éviter la concurrence et éviter d'aller à des endroits où il y a déjà eu des choses mangées. Et il va aller manger toutes les roses, par exemple, où il n'y a pas de bourdon. En revanche, si c'est un faux, si c'est une plaque, ou s'il n'y a rien, ou si c'est un bourdon factice qui ne bouge pas et qui n'est pas très réaliste, eh bien à ce moment-là, ils peuvent apprendre, mais lier uniquement la fleur en question. Mais il n'y aura pas de généralisation sociale. Ça sera juste sur cette fleur-là qu'ils iront. Donc pareil, comme je le disais, ça c'est très impressionnant aussi, c'est pas du tout encodé comme des robots. C'est variable, c'est-à-dire que si au départ, s'ils n'ont pas de connaissances, ils vont privilégier les fleurs où il y a d'autres bourdons. Et au fur et à mesure qu'ils vont se faire leur connaissance, eh bien, ils vont privilégier leur propre connaissance. Et on va voir qu'ils sont capables d'évaluer leur degré de connaissance. On en parlera quand on parlera de la question de la sentience. Et donc, ils vont trouver les fleurs qui leur plaisent, faire leur trajet de vendeur de porte-à-porte. Et c'est intéressant parce que si jamais on met d'autres bourdons en concurrence et qui viennent sur les mêmes fleurs, eh bien, vous allez voir des petits bourdons qui vont se pousser comme ça. Donc, il n'y a jamais de blessure, en fait, mais ils se poussent pour l'accès aux fleurs. Et si jamais le résident perd sa fleur, eh bien, les jours suivants, il va revenir. Et avant que le nouveau qui lui a piqué sa fleur revienne, il va essayer de vider le nectar. Probablement pour dissuader l'autre de revenir dessus, quoi. Donc voilà, pour les apprentissages, là, c'est ce qu'on voit. On voit que quand c'est des indications sociales, donc le noir, c'est est-ce qu'ils retournent sur la fleur en question. Le gris, c'est est-ce qu'ils vont sur toutes les fleurs de la même couleur. Et blanc, c'est est-ce qu'il n'y a aucun apprentissage, je crois. Ouais, est-ce qu'ils vont sur une fleur alternative. Et on se rend compte que quand c'est un vrai individu social, ils vont sur la même fleur et sur les fleurs des mêmes couleurs. Le tracé que vous voyez là, c'est le niveau de la chance. Le niveau de la chance, c'est que en gros, quand on est à ce niveau-là, c'est une chance sur deux. Donc ça vaut peanut, quoi. Et quand c'est uniquement un élément fixe ou une abeille qui ne bouge pas, une fausse, eh bien on se rend compte qu'il n'y a pas de généralisation. On est en dessous du niveau de la chance, alors qu'on est toujours au-dessus du niveau de la chance pour les fleurs, la même fleur. Voilà. Alors de même, elles sont capables d'apprendre à gérer des prédateurs. Donc, pour ceux qui se demandent, je pense qu'on va aller apprentissage social chez les invertébrés. Ah ouais, mais là t'as rien en fait. Demain, il y aura transmission culturelle. Transmission culturelle chez des bourdons. Non négociable. Voilà quoi. Donc on a saisi. Ouais. Ah, mais là aujourd'hui, je fais un peu l'introduction pour qu'on comprenne un peu comment ça va se dérouler dans leur vie. Et puis demain, on va vraiment passer du temps sur comment ça fonctionne dans leur cerveau. En fait, c'est l'essence de la conférence que j'ai fait le mois dernier. C'est mais vous allez tellement halluciner quoi.
Donc là, c'est d'expérience sur est-ce qu'elles apprennent des prédateurs. Donc au départ, on les habitue à discriminer des fleurs de jaune, donc c'est les plaques là, avec des couleurs très fines, avec des différences de couleurs très fines. Donc ça les oblige à faire un vrai effort mental pour différencier les deux couleurs. Donc ça, elles arrivent à le faire. Elles arrivent très bien. Donc si on met pas de couleurs sur les jaunes clairs et puis des couleurs sur... pardon. Si on met des couleurs, si on met pas de récompense sur les jaunes clairs et des récompenses sur les jaunes foncés, elles vont apprendre à reconnaître les jaunes foncés. Maintenant, ils font des tests avec des prédateurs, des araignées, donc ils prennent des araignées crabes, de la famille des tomises, mais des fausses, et ils simulent un prédateur avec ce système-là. Alors ça, c'est marrant. Si jamais l'abeille va dessus, eh bien, il simule une tentative de prédation. Donc ce qui se passe, c'est que là, vous avez un vérin qui est caché derrière, des vérins hydrauliques, et pouf, ça va fermer sur l'abeille, ça c'est 2 éponges, donc ça va immobiliser l'abeille dans les éponges, qui va être tout en panique, mais ça va pas lui faire de mal. Et ensuite, elle va pouvoir repartir, mener sa vie. Donc elle va apprendre que, oula, il faut surtout pas aller là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on découvre? Là, on voit par exemple qu'il y a une araignée cryptique. Donc au départ, elles sont capables de faire la différence entre les deux couleurs. Maintenant, si on leur apprend à faire attention aux fleurs avec des araignées blanches, eh bien, très rapidement, elles vont apprendre à éviter les fleurs avec des araignées blanches et quand même privilégier les fleurs jaunes foncées qui ont une récompense supérieure aux fleurs jaunes claires. Il n'y aura quasiment pas de perte de temps d'observation ou quoi que ce soit, elles apprendront très vite à faire attention à ces araignées. Le problème, c'est que ces araignées, elles peuvent se camoufler. Elles peuvent prendre la couleur de la fleur. Donc, on refait le test avec des araignées jaunes. À ce moment-là, on se rend compte que les abeilles font beaucoup plus d'erreurs. Et si les fleurs jaunes fluo, les fleurs jaunes claires sont également récompensées, mais moins, eh ben, les abeilles vont privilégier d'abandonner les fleurs rouges foncées, parce qu'elles sont trop jaunes foncées, pardon, parce qu'elles sont trop risquées, et elles vont aller sur les jaunes clairs. Si jamais on punit, on met de la quinine dans les jaunes clairs, et bien dans ce cas-là, elles vont passer plus de temps à essayer de différencier, de regarder celles où il y a des araignées bien camouflées et celles où il n'y en a pas pour rester sur les jaunes foncés où il y a une bonne récompense et faire la différence entre les deux. Donc, elles sont capables de faire la différence entre les deux types de fleurs. Elles sont capables de également faire les deux activités en même temps, discrimination de couleur et repérage de la forme de l'araignée. Mais ça leur demande beaucoup plus de temps. Il y a un ralentissement, il y a un scan, et c'est intéressant, elles sont soumises à des faux positifs. C'est-à-dire qu'il y a des effets de panique, où elles rejettent des fleurs qui sont parfaitement valables. Alors l'étude a été reproduite, donc là c'est une étude de 2013, elle a été reproduite en 2018 avec des résultats légèrement différents, où a priori là, les bourdons qui ont été testés, même en cas de punition, gardent une rapidité d'exécution plus importante, et visiblement ils privilégient la recherche des araignées plutôt que la discrimination des couleurs. Voilà. On se rend compte en revanche que si on met une discrimination de couleurs très très fine et une odeur, c'est-à-dire que la fleur peut être reconnaissable à l'odeur et pas que à la vision, et bien dans ce cas-là, il n'y a plus de concurrence entre les deux tâches visuelles, et là les bourdons y arrivent très bien. Ils repèrent la fleur à l'odorat, l'abeille à la vue, et hop, c'est réglé, quoi. Voilà, des trucs un petit peu complexes, j'espère que ça n'était pas trop. Je vérifie si j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Tac. Ça va, vous suivez toujours? On a perdu du monde, on a perdu 2 téléspectateurs. Là, aujourd'hui, c'est des trucs assez techniques. Demain, c'est pareil. Alors maintenant, on va attaquer la dernière partie de ce qu'on va traiter ce soir, qui va être passer sa journée à discuter, donc la communication et la construction de la maison. C'est super barjot ce qu'on va voir maintenant. On va parler de la danse des abeilles. Alors donc on l'a dit tout à l'heure, les abeilles utilisent l'optic flow pour se diriger et pour calculer la distance. Donc par exemple, si vous les mettez dans un tunnel homogène qui n'a aucun point de repère dedans, les abeilles sont absolument incapables d'évaluer la distance. Si jamais vous mettez un tunnel d'une certaine largeur avec des éléments, c'est ce qu'on voit ici, vous voyez, avec des tracés, des petites stries, l'abeille va mesurer une certaine distance. Si par exemple vous rétrécissez, vous rapprochez à mort, quand elle va bouger, elle va avoir de plus en plus d'images filées autour de sa tête, elle va estimer du coup que la distance parcourue va être plus longue. Et elle va indiquer des distances beaucoup plus longues, par exemple pour un tunnel de 6 mètres, selon la distance des murs ou l'espacement entre les stries, elle peut indiquer une distance de 6 mètres ou elle peut indiquer une distance de 200 mètres. C'est comme ça qu'on a su qu'elles utilisaient ce genre de trucs. Et alors,
Comment on sait qu'elles indiquent des distances? Eh bien, grâce à la danse des abeilles. Alors voilà une vidéo. Donc la danse des abeilles, elle est composée de 2 éléments. Donc la danse, c'est un truc général. Il y a la waggle dance, donc qu'on pourrait traduire par la danse frétillante, et le waggle run, qui est la partie centrale. Alors voilà une abeille qui le fait. Donc vous voyez, là, elle fait le waggle run, elle vibre de l'abdomen, ensuite elle fait un demi-cercle en haut, elle revient, waggle run, elle va le faire en bas, elle revient, waggle run, etc. Ça, c'est la waggle dance. Nous, on la voit, il faut bien penser que c'est dans l'obscurité dans la ruche. Hein. Donc les autres la touchent avec les antennes et elles ressentent les vibrations. Un truc de dingue, c'est que si jamais vous apprenez à des abeilles qu'il y a à manger à une seule heure dans la journée. Par contre, c'est curieux, je vois que les comptes Twitch dans la liste des personnes qui regardent, c'est dommage qu'il n'y ait pas toutes les adresses. Ah ouais, possible. En fait, si jamais on habitue des abeilles, alors je sais plus à quelle heure c'était, genre une colonie est habituée à manger tous les jours à 9h30. Donc elles ne sortent qu'à 9h30. On peut vraiment les habituer à changer dans la même journée. Par exemple, ils avaient fait des tests, j'en parlerai plus demain, mais elles ont fait des tests où elles doivent aller entre 9h et 10h sur tel mangeoire et 10h et 11h sur tel mangeoire. Eh bien, elles sont capables de le faire. Et bien là, c'est des abeilles qui ont appris à 9h40, je ne sais plus, à aller manger à un certain endroit. Et à partir de 10h, ça s'arrête. Ensuite, ils ont pris les larves de cette colonie, ils les ont enlevées, ils les ont allées en incubateur, ils les ont remis dans une colonie. Eh bien, les jeunes abeilles n'allaient que chercher à manger à cette heure-là, à 9h40. Alors que quand ça se produisait dans leur colonie d'origine, elles n'étaient pas nées. Donc on pense qu'elles ressentaient les vibrations, en fait, correspondantes à la nourriture. Alors comment ça fonctionne? Donc on l'a vu, vous avez cette forme-là qu'on repère ici. Alors imaginons que ce soit fait à la verticale sur les rayons. L'arc de cercle, je monte à la verticale, l'arc de cercle, je monte à la verticale. Dedans, il y a plein d'informations encodées. Il y a la direction de la fleur. Il y a le goût et l'odeur de la fleur, par échange olfactif et chimique, gustatif. Est-ce qu'elles vont donner aussi à manger? Il y a de l'information transmise par l'électrique, mais on ne sait pas exactement lesquelles. Il y a la qualité de la fleur qui est donnée par le nombre de répétitions et la vitesse à laquelle elles se remettent à faire le waggle run. Et la distance est donnée par le mouvement du waggle run. Donc le waggle run est donné en rapport avec l'optic flow, justement, le mouvement qu'elles observent. Et on sait qu'elles utilisent 2 systèmes différents, c'est-à-dire que quand elles naviguent, elles ne se servent pas du tout de ça. Quand elles naviguent, elles repèrent la polarisation de la lumière, des points de repère, des choses comme ça, mais elles ne peuvent pas le transmettre aux autres. Ce qui fait qu'au bout de 2-3 trajets, elles ont trouvé le trajet le plus direct. À ce moment-là, elles reviennent et elles font une waggle dance qui est absolument précise et qui n'indique que la distance à parcourir, parce qu'elle ne peut pas indiquer les points de repère, etc. Mais pour elles, en fait, ça lui sert manifestement pas du tout. On a montré qu'elles n'en avaient pas besoin. Donc, je reprends. Elles le font sur les rayons. Clac, elles coupent, imaginons qu'elles coupent à la verticale. Si elles coupent à la verticale correspond à la position du soleil à la sortie de la ruche. Donc au moment où elles vont sortir, elles vont s'incliner. Par exemple, imaginons qu'elle le fait à la verticale, vous sortez de la ruche, vous regardez le soleil, vous partez de la distance qui a été indiquée par le waggle run, et vous partez en direction du soleil. Voilà. J'ai perdu ma souris. Hop, je vais vous dire les distances, je les avais notées. 1 milliseconde de waggle dance, ça équivaut à 18 degrés de mouvement de l'image dans l'œil. Donc en gros, 140 millisecondes, ça équivaut à 4 mètres, 260 millisecondes à 6 mètres. Si jamais elle décale de 45 degrés. Dans ce cas-là, ça veut dire que quand vous sortez de la ruche, vous prenez la position du soleil, vous décalez 45 degrés et vous partez par là-bas. On pense en fait que la vibration, ça c'est pas sûr ça, mais on pense que la vibration équivaut en fait à l'optic flow qu'elles vont voir en volant. C'est genre une espèce d'avance rapide de la direction. Voilà. Donc vous reproduisiez ça, vous voliez autant de temps pour que vous ayez vu la totalité de mouvement qui correspond à la vibration. Ah, attention, j'ai le chat qui se lève. Ah non, j'ai le chat qui va se coucher sur l'ordinateur. Pardon, j'ai le chat qui est couché sur le câble de la caméra. Très bien, laisse-moi la souris. Très bien, tu peux te lécher les parties génitales devant mon PowerPoint, c'est très bien. Donc voilà, et c'est comme ça qu'elles vont indiquer énormément d'infos avec une précision parfaitement redoutable. Toutes les abeilles ne font pas cette danse-là, et ce qui est intéressant, c'est que Apis cerana, la version asiatique, et Apis mellifera ont une danse qui est très similaire. Et Apis cerana, qui a beaucoup plus de... On va dire qu'il y a un environnement qui est moins facile et meilleur sur les tâches cognitives. Et par exemple, elle comprend beaucoup plus rapidement la danse d'Apis mellifera que l'inverse. Et ce qui est également intéressant, c'est qu'on a affaire à
à quelque chose qui rentre dans les catégories utilisées pour parler d'un apprentissage. Quand on veut définir que quelque chose est un apprentissage chez une espèce animale, il faut que ça remplisse plusieurs critères. Premier critère, c'est qu'il faut que ça soit fait que en présence d'un receveur. Deuxième critère, il faut que l'individu qui fait le comportement n'ait rien à en retirer, voire qu'il paye un coût. Arrête d'appuyer sur la souris. Voire qu'il paye un coût pour le faire. Donc c'est le cas, l'abeille ne fait la waggle dance que quand il y a d'autres abeilles autour. Elle paye un coût, puisqu'elle va donner une partie de son nectar, et parce que énergétiquement, ça lui fait payer un coût. Et ensuite, il faut que le receveur apprenne quelque chose qu'il n'aurait pas appris autrement ou beaucoup plus lentement. Et c'est le cas puisqu'il apprend l'existence d'une fleur, sa présence et sa qualité. Donc techniquement, ça correspond à la catégorie d'apprentissage, quoi. Donc on a plusieurs espèces qui dansent, là c'est les différentes espèces, toutes ne le font pas. Donc il y en a qui dansent à l'intérieur des arbres, c'est le cas d'Apis mellifera typiquement, qui est une espèce, on le verra tout à l'heure, qui normalement vit dans des arbres. On en a qui vivent sur des branches d'arbres comme ça, donc elles dansent directement en direction des fleurs. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est que des fois, sur les fleurs, il peut y avoir des prédateurs. Et les prédateurs, c'est un peu problématique parce que si vous vous êtes fait attaquer et que vous rentrez et que les autres elles sont en train de faire de la pub pour la fleur qui a des prédateurs, elles risquent de faire tuer d'autres abeilles. Eh bien, les abeilles ont développé un signal d'arrêt. Je vais appeler le stop signal à partir de là, parce qu'il est comme ça dans les études. Le stop signal, c'est un signal qui correspond en fait à une abeille qui pose son thorax contre une autre et qui émet une vibration d'une fréquence bien précise qui dit « arrête de dire de la merde ». Le stop signal va inciter l'autre à arrêter. Alors en général, il ne faut pas un seul, il en faut plusieurs, et plus il y a d'abeilles qui vont faire un stop signal sur une autre, plus elle va arrêter. Et donc imaginons une abeille qui va sur une fleur et elle se fait attaquer par une araignée. Donc elle se fait attaquer sur une araignée, boum, il y a un coup de panique. Elle rentre à la ruche. Là, bien sûr, elle ne va pas danser pour cette fleur. Et si jamais elle repère une abeille qui danse pour cette fleur, eh bien elle va lui faire un stop signal dessus, pour inciter cette abeille à arrêter. Et au fur et à mesure, c'est des trucs qui vont se transmettre dans la ruche pour que les autres n'y aillent plus. Et ce qui est super dingue, c'est qu'Apis cerana, donc la version asiatique, elles ont affaire à des prédateurs autrement plus coriaces. Typiquement, le frelon asiatique. Il y a une précision absolument phénoménale dans le stop signal. C'est-à-dire que le stop signal ne va pas être le même si jamais elles se sont faites attaquer sur une fleur ou si jamais le frelon était à l'entrée de la ruche. Et la taille du frelon va également être indiquée. C'est-à-dire que le niveau de danger et dans la fréquence, il y a 47 Hz de différence entre un petit frelon et un grand frelon, donc c'est une information vraiment précise. Et le nombre de reproductions du stop signal va lui indiquer la position et la durée. Donc le nombre de répétitions et la durée va indiquer où se trouvait le frelon. Donc elles sont capables de donner des indications très précises de localisation de l'ennemi et de sa taille, de son niveau de dangerosité. Apis mellifera le fait aussi avec les araignées, mais du coup, il n'y a pas besoin d'autant de précision parce que c'est pas nécessaire, quoi. Donc voilà, on pense qu'elles reconnaissent les abeilles qui font la publicité pour la fleur en question à l'odeur, en l'occurrence, à l'odeur de la fleur. Donc ça, c'est super dingue, quoi, le fait d'être capable d'indiquer, de dire non, arrête de dire de la merde, mais ça, on le retrouve ailleurs aussi. Au fin du printemps, début de l'été, en général, les colonies vont se scinder. Vous avez une partie de la ruche qui va partir avec la reine pour fonder une nouvelle colonie. Donc elles vont former des grappes dans les arbres, c'est ce que vous voyez ici. Tac, ça c'est une grappe. Donc vous pouvez avoir à peu près 10 000 abeilles qui vont former une grappe comme ça. Et maintenant l'objectif c'est de trouver une nouvelle ruche, un nouvel endroit où habiter. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne un peu pareil. Au départ, vous allez avoir des abeilles qui vont partir et visiter différents nids potentiels, de différentes valeurs. Par exemple, chez les abeilles mellifères, il faut qu'il y ait un petit trou dans un arbre avec une grande capacité à l'intérieur. On verra après, ils l'ont fait... je ne comprends pas maintenant, en fait. Les chercheurs qui l'ont fait sur une île, ils ont pris une île qui est sur la côte du Maine, au nord des États-Unis, vers chez Stephen King. Donc ils ont pris une île qui n'a pas d'arbre, comme ça ils étaient sûrs que les abeilles ne feraient pas de nid dans l'arbre. Ils ont mis une ruche et différentes boîtes avec différentes quantités. On se rend compte que celle qui a le petit trou et la grande quantité à l'intérieur est la boîte considérée par les abeilles comme de bonne qualité. Et donc, vous avez des scouts qui vont partir chercher différents endroits, de différentes qualités. Et puis, quand ils vont revenir, eh bien, ils vont faire une danse sur la grappe
pour dire, tiens, j'ai trouvé un endroit intéressant. Donc elles vont faire la danse, clac, clac, là, exactement la même que pour la nourriture, avec les mêmes caractéristiques. La qualité est indiquée par le nombre de répétitions, donc un site de très bonne qualité, eh bien, peut avoir une centaine de répétitions, l'abeille va venir, clac, clac, va le faire une centaine de fois, et va revenir rapidement également. Et une abeille qui a trouvé un site qui est pas mal, mais bof, elle va en faire une petite douzaine à peu près. Et puis en plus, celles qui ont un site vraiment trop classe, ensuite, elles vont faire des stop signals sur les autres, pour dire, non, non, mais arrête, moi c'est bien. Si jamais une abeille considère que visiblement on lui présente quelque chose qui a l'air mieux, elle ne va pas y aller aveuglément comme ça. Elle va partir visiter l'endroit qu'on lui a indiqué, évaluer si elle estime que cet endroit est valable, et à ce moment-là revenir et danser également dans la même direction. Et là, on a affaire à la prise de décision la plus rationnelle qui existe dans le règne animal, humain y compris. C'est-à-dire que vous avez une décision qui se prend sur des bases objectives et sur un système démocratique. Puisque au départ, là c'est ce qu'on voit ici, donc au milieu c'est la grappe, et je suis désolé, j'ai un peu du mal avec ma souris, je suis couché dessus. Au départ, il y a un endroit intéressant qui a été trouvé ici. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'abeilles qui dansent pour l'endroit A, qui est le premier endroit qui a été trouvé, un peu plus pour l'endroit B. Il y a un endroit C un peu plus loin là-bas qui a été trouvé, 3 abeilles qui dansent, une qui danse là-bas pour un truc qui est à 3 bornes. Sachant que ça peut être sur 70 km² de zone, hein, c'est gigantesque. Ensuite, on se rend compte que, tiens, B, il commence à avoir des fans. Donc, A, ça diminue un petit peu, tout ça, voilà. Et là, c'est au fur et à mesure des jours, donc là, c'est le 20 juillet, là, c'est le 21 juillet, et puis, tac, il y a des abeilles qui commencent à vraiment préférer le nid G, jusqu'à ce que tout le monde danse pour la direction de G. Ce qui est normal, puisque plus l'endroit est intéressant, plus la danse est longue. Donc forcément, vous allez avoir les nids les moins intéressants qui vont avoir peu de danse, et les nids plus intéressants qui vont en avoir plus. Donc forcément, les abeilles indécises auront plus de probabilité de voir une danse pour un endroit intéressant que pour un endroit pas intéressant. Et c'est ça qui, à la fin, crée en fait cette majorité. Ça et les signaux d'arrêt. C'est ces deux trucs-là qui vont créer l'ensemble. Pardon, j'ai zappé la personne qui s'est mis en follower. Bonjour et merci. J'ai pas vu le nom parce que c'est PowerPoint. Et ensuite, une fois que tout est décidé et qu'elles se disent « Ok, c'est bon », elles produisent ce qu'on appelle le piping signal. Le piping signal, c'est une espèce de signal qui sert probablement à chauffer les corps de toutes les abeilles prêtes à partir et qui ne se produit qu'au moment où la sécurité est bonne et que tout le monde peut partir en même temps. Et à ce moment-là, la totalité de la grappe part, 10 000 abeilles décollent et vont dans la ruche construire la ruche. Donc voilà par exemple dans quoi vivent les abeilles normalement. Donc là, c'est un arbre qui visiblement a été cassé. Et là, vous voyez, clac, tout ça, c'est des rayons. Donc, probablement que le trou devait être là, et là, ça devait être fermé. Et là, c'est l'expérience avec les boîtes, justement. On voit que les abeilles préfèrent, au départ, elles ont trouvé celle-ci, elles dansaient beaucoup sur celle-ci, et à la fin, il y a eu une augmentation considérable. Je crois que ça, c'est les piping signals, justement. Et maintenant, je vais terminer là-dessus pour ce soir, sur la conception des rayons de la ruche. Alors, pareil, on a tendance à considérer, oui, les abeilles, c'est des robots, toutes les alvéoles sont identiques, etc. Alors, il faut savoir que c'est pas vrai, du tout. Alors déjà, elles savent, a priori, en fait, la notion instinct et apprentissage, ces deux trucs-là, ça n'existe plus vraiment, en fait. Il n'y a plus vraiment d'instinct pur. On sait que l'instinct est une base pour permettre d'autres apprentissages par-dessus, en gros. C'est-à-dire, par exemple, on a l'instinct de la langue, mais il faut qu'on apprenne la langue pour pouvoir l'utiliser. Les abeilles, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que des abeilles qui n'apprennent pas à construire des rayons savent à peu près faire des rayons et des cellules hexagonales, mais c'est pas terrible. Et si elles n'ont pas appris à faire vraiment la forme verticale, etc., elles savent même pas le faire. C'est-à-dire qu'elles vont faire des spirales ou des trucs en forme de fleurs, mais elles sont incapables de faire un rayon normal. Et ensuite, il faut savoir que les rayons sont variables. Par exemple, si jamais c'est des rayons qui doivent accueillir des mâles, ils seront beaucoup plus gros. Les cellules seront beaucoup plus grosses. Donc comment c'est conçu? C'est conçu à la verticale, avec deux faces, et c'est important que ce soit la verticale, simplement parce que on peut faire deux faces, du coup on peut stocker au maximum dedans. Parce que si on mettait à la verticale, ça coulerait en bas. Donc c'est une des meilleures organisations possibles. Donc là, vous les voyez en train de construire. Et le comportement est tout à fait flexible. Donc au départ, elles vont faire de la cire. Donc c'est super fascinant, il faut que je mette une vidéo. En fait, elles font la cire à partir de leur corps. C'est des glandes qui produisent de la cire qui sort par l'abdomen. Elles la récupèrent, elles la mâchouillent, elles l'humidifient et elles commencent à construire. Donc elles vont commencer à construire un peu comme ça et puis partir, faire autre chose. Il y en a une autre qui va venir, qui va reprendre. C'est pas du tout... c'est pas robotisé comme fonctionnement.
Et donc si elles font des erreurs, ben, il y en a qui vont venir, qui vont reprendre les erreurs. Et par exemple, si jamais il y a deux lignes qui se font en parallèle, et à un moment, il faut les rejoindre. Ben, c'est là on voit aussi où c'est pas complètement robotisé, parce qu'elles sont capables de les joindre. Et s'il faut faire des alvéoles à 10 faces, eh ben, on fera des alvéoles à 10 faces. S'il faut faire des alvéoles à 5 faces, on fera des alvéoles à 5 faces. C'est pas un problème. Elles sont capables de les varier pour récupérer les erreurs. Mais le truc le plus dingue, c'est ce qu'on voit ici. Alors, ce dont je vais vous parler là, moi, c'est un truc qui me scotche complètement. Et en revanche, il faut le prendre avec des pincettes, puisque ce sont des expériences qui ont été menées au XVIIIe siècle, mais qui sont en voie de réplication en ce moment. J'ai contacté Lars Chitka la semaine dernière, il m'a dit qu'ils sont en train de travailler dessus, et honnêtement, s'ils reproduisent... Alors voilà ce qu'a découvert François Hubert, qui est donc fin du XVIIIe siècle, a fait ses expériences. Il voulait regarder comment les abeilles concevaient les rayons. Donc il les a mis dans une ruche, et il a mis du verre au-dessus pour pouvoir regarder. Sauf que le problème, c'est que les abeilles, bah, elles ont commencé à construire sur le verre, ça accrochait pas. Et là, elles n'ont jamais connu ça dans leur environnement. Ça appartient pas au mode de vie des abeilles de construire sur une surface qui accroche pas. Et bien à ce moment-là, elles ont commencé à concevoir à partir du bas. Au lieu de construire à partir du haut, elles ont commencé à faire les rayons de bas en haut. Donc là, François Hubert, scié du truc, il s'est dit, ok, qu'est-ce qui se passe maintenant si je mets du verre en bas? Je mets du verre en bas, à ce moment-là, les abeilles commencent à construire les rayons d'un mur à l'autre. Donc là, autant vous dire, le mec, il se dit, attends, c'est quoi ce délire? Donc ce qu'il a fait, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'on montrait là sur l'infographie, c'est qu'il a mis du verre contre le bois à l'endroit où elles allaient aller. Donc les abeilles commencent à construire, et là, qu'est-ce qu'il a observé? Les abeilles ont tourné le rayon et sont retournées l'accrocher sur le même mur. Et ça, c'est Barjot. Parce que quand elles l'ont fait, il restait encore à peu près une demi-journée de conception. Ce qui veut dire qu'on a des abeilles qui, manifestement, ont été capables de se dire où on va. Est-ce que la surface accroche? Non. Où est-ce qu'il y a une surface qui accroche? Quels sont les correctifs que l'on doit appliquer pour aller accrocher sur une surface qui accroche et que tout le monde aille dans la même direction? Il raconte aussi un cas où des rayons se sont effondrés et les abeilles les ont reconstruits et elles ont solidifié les autres au cas où. Donc, c'est des trucs qui datent du 18e, qui n'ont pas été répliqués, qui sont en train d'être répliqués. Manifestement, l'Archica avait l'air assez excité de me dire qu'il était dessus. Donc, on va voir s'ils arrivent à le reproduire, mais s'ils arrivent à le reproduire, c'est massivement énorme comme truc. C'est fucking huge, quoi. Donc voilà. Ce truc-là, moi, je suis très, 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 très excité de le voir arriver parce que... faire barge, quoi. Et puis voilà, je vais arrêter là ce soir. Demain, on attaquera sur celle-ci. On attaquera sur la mémorisation, sur comment sont faits les protocoles, sur ce genre de choses. Mais bon, là, ça fait déjà 1h20 qu'on est dessus, donc ça fait beaucoup. Alors, je sais pas si vous avez des questions. Est-ce que ça vous a plu déjà? Est-ce que c'était trop laborieux? Parce que je me demandais si cette conférence a été trop laborieuse, trop technique, ou enfin, cette présentation. Donc, je sais pas, dites-moi comment vous avez trouvé, si vous avez des questions, vous avez bien aimé, si... Voilà. Demain, on verra tout ce qui est... je vais retourner sur le sommaire. Donc demain, on verra tout ce qui est catégorisation des éléments. Comment est-ce qu'elles font pour créer des concepts. Tout ce qui est règles complexes et adaptation contextuelle. Donc ça va traiter un petit peu de capacité de mémoire épisodique, tout ça. On va voir dans la catégorisation des éléments qu'elles peuvent reconnaître des visages humains, différencier des visages humains. Les aptitudes numériques, comment elles comptent. On verra que les abeilles font partie des rares animaux chez lesquels on a réussi à montrer qu'elles possédaient le concept de zéro. Les manipulations et la transmission culturelle. Et après, justement, on parlera un petit peu science, tout ça. On verra qu'est-ce qui peut pointer sur l'existence d'émotions des abeilles, la théorie de l'esprit, métacognition et la mémoire dite épisodique. On verra pourquoi c'est difficile de parler vraiment de mémoire épisodique. Alors... Non, c'est bien, c'est cool, tu es au courant de lycée. Ah bah ouais, carrément, je vais vous tenir au courant. Je suis au taquet dessus. Ouais, sur les formats vidéo de YouTube, je le ferai. Ouais, de toute façon, je vais le faire en vidéo après. Une question par rapport au grappe. Tu disais qu'ils partent avec la reine, mais ils en laissent une. Oui, en fait, si c'est à ce moment-là, dans la vie de la ruche, que les nouvelles reines vont arriver, que donc va y avoir des nouvelles fécondations, les nouveaux mâles, etc. Et hop, ça va.
Ça va partir. Vous voulez voir mon chat? Il est parti, mon chat. Il n'est plus là. Mais vous le verrez sûrement demain, parce qu'il est tout le temps dans le coin, de toute manière. Tu veux plus venir? Non, elle surveille dehors, il y a des reflets. Les reflets, c'est très très important. En fait, on a une porte vitrée. Donc sur la porte vitrée, dès qu'il y a la lumière comme ça fait, dès que je bouge, ça fait des reflets dans la porte vitrée, donc le chat est complètement hystérique avec ça. C'est son travail de la nuit. C'est comme ça qu'elle justifie le fait de rien foutre à la maison toute la journée. C'est elle surveille la nuit. Ouais. Ah, la transmission culturelle, vous allez halluciner. De toute façon, demain, vous allez halluciner, quoi. Il y a des utilisations d'outils, il y a. Donc là j'ai employé des grands termes, vous voyez, avec émotion, théorie de l'esprit, métacognition. En réalité, la plupart des chercheurs ne voudraient pas employer ces termes-là. On va voir que ce sont des indices qui vont dans ce sens-là, mais par exemple, sur émotion, quand on va en parler, les expériences que je vais vous montrer sont celles qui sont utilisées notamment dans les expériences sur les animaux d'élevage, sur le bien-être animal. Ça sera exactement les mêmes expériences qui ont été faites sur les abeilles. On va voir justement qu'il y a une dichotomie qui est faite, qui est problématique, c'est-à-dire que quand vous avez des insectes qui réussissent des expériences, si jamais c'est des vertébrés terrestres qui les réussissent, eh bien on va parler de grands phénomènes comme l'empathie, etc. Si jamais ce sont des invertébrés, on n'en parle plus. Parce qu'il y a une espèce de préjugé en fait. Ouais, alors le test du miroir, donc le problème du test du miroir, c'est que c'est un truc de singe, hein. Ça a été développé pour l'humain, ça a été développé pour les primates. On n'est même pas vraiment sûr de ce que ça montre parce que y a des animaux qui devraient le réussir qui ne le réussissent pas, il y en a qui le réussissent partiellement, genre les cochons, ils réagissent pas du tout comme s'ils se reconnaissaient, mais s'ils doivent utiliser un miroir pour trouver quelque chose qui est caché derrière une paroi, ils savent utiliser le miroir, donc ça prouve bien qu'ils sont capables de faire le lien et de se reconnaître dedans, quoi. Donc c'est voilà, c'est un test qui est très, très, très discutable. Et puis il est vachement basé sur la vision. C'est vraiment un truc, voilà. Sauf que nous, la vision qu'on a, c'est quelque chose qui est l'acuité visuelle qu'on a, c'est quelque chose qui est assez rare. On la retrouve chez des animaux qui vont très vite, très loin, genre des rapaces, des trucs comme ça, mais c'est assez fréquent. La plupart des autres animaux sont un peu plus myopes. Souvent, ils voient beaucoup mieux les mouvements, ils voient parfois un peu plus de couleurs, les oiseaux typiquement, mais ils sont souvent un peu plus myopes. Et du coup, le test du miroir. Le chat qui vient de sauter. Donc du coup, le test du miroir pose plein de problèmes. Puis il y a des espèces, par exemple, on prend les gorilles. Les gorilles ne doivent jamais regarder un gorille dans les yeux. Donc il n'y a aucun gorille qui réussit le test du miroir. Quand on disait les gorilles réussissent le test du miroir, c'est des gorilles qui ont été élevés par l'homme, en fait, qui ne connaissent pas ce genre de comportements sociaux. Donc voilà. Et comme c'est quelque chose qui est très focalisé sur la vue, il y a des chercheurs qui ont essayé de faire un protocole olfactif. C'est-à-dire, par exemple, Marc Bekoff, qui est un chercheur spécialisé dans les canidés, qui a commencé à faire un premier truc pas vraiment très carré, c'était plus pour un entraînement, avec des odeurs d'urine, celle de son chien, celle d'autres chiens, pour voir s'il faisait la différence entre son odeur à lui et celle d'un autre chien. Donc il a gardé des blocs de neige d'urine au frigo, hein, au congèle en l'occurrence, des blocs de glace, puisque c'était quand il neigeait dans la région. Et puis il a montré que son chien pouvait faire ça, donc là il y a des travaux où ils sont en train d'essayer de dupliquer ça, de faire un truc, vraiment un protocole fiable. Sauf que si on considère que ce protocole permet d'évaluer la constance de soi, tout ça, eh bien ça veut dire que les bourdons le réussissent, on a des poissons qui l'ont réussi aussi. En fait, le problème, c'est que manifestement, ça c'est une des conclusions que je ferai demain, c'est que il semblerait qu'il y ait une espèce de base généralisée pour la sentience, qu'on retrouve à peu près partout. Et ensuite, plus on a de neurones, plus l'expérience va être riche, plus la mémorisation va être importante, etc. Mais manifestement, on a quand même une espèce de baseline, un truc de base qui ne nécessite pas beaucoup de neurones. Et visiblement, il y a beaucoup de choses derrière lesquelles on met des grands termes, des grands mots, genre l'empathie, genre la théorie de l'esprit, qui manifestement ne nécessitent pas forcément beaucoup de neurones et qui peut-être sont pas aussi compliqués qu'ils en ont l'air. Salut Intox, ça va? Eh ben, bonne nuit à toi aussi, ouais. N'hésite pas à passer demain si jamais tu as le temps. Demain, on fait la suite d'aujourd'hui. Et, et puis voilà, ouais. Là, en fait, c'est ce que les abeilles sont en train de nous amener à penser. À l'heure actuelle, les abeilles sont en train de bouleverser pas mal ce qu'on sait des neurosciences en général, parce que vous allez voir sur les expériences qu'on va montrer demain que beaucoup de choses qui ont été crues pendant très longtemps l'apanage des humains, puis des vertébrés terrestres, puis des vertébrés en général, on se rend compte qu'on le retrouve chez des invertébrés avec 1 million de neurones. Donc ça pose beaucoup, beaucoup de questions. Exactement comme le test du miroir chez le labre, la fin de l'étude ne dit pas « les labres auront conscience d'eux ». L'étude termine par « le test du miroir n'est pas valable ».
Ce qui est pas faux en soi. Mais, donc voilà, je pense qu'avec les abeilles, avec les hyménoptères en général, parce que les fourmis aussi, on n'est pas loin de remettre en cause beaucoup de choses très importantes des neurosciences, des connaissances des neurosciences. Les gens qui travaillent dessus sont vraiment. En plus, il y a peu de gens hein, qui travaillent vraiment dessus. On a un labo à Toulouse, on a un labo à. À quelle conclusion arrives-tu par rapport à l'apiculture? Je connais pas vraiment les conditions d'apiculture, donc j'ai pas vraiment d'avis sur la question, parce que je sais pas exactement comment ça marche. Donc, je suis pas, c'est pas le sujet de ce que je voulais faire, donc je suis pas renseigné dessus outre mesure. Euh, euh, je sais pas. Mais ce que je sais en revanche, c'est que souvent quand on dit il faut sauver les abeilles, on dit il faut sauver des abeilles et mettre des ruches. Euh, oui, Ménoptère, c'est un animal de membrane qui serait justement le truc qui lie leurs deux ailes, mais il y a différentes possibilités dans le nom. Différentes étymologies possibles pour les hyménoptères. Mais ouais, souvent on dit oui, il faut mettre des ruches, tout ça, tout ça. Le problème de mettre des ruches, c'est que bah, vous mettez des colonies d'abeilles. J'ai lu une phrase, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais c'était vachement. C'était pas con comme phrase. Il disait si vous voulez sauver les abeilles en mettant des ruches, c'est comme si vous vouliez sauver les oiseaux en élevant des poulets. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez prendre une espèce que vous allez élever en hangar, qui est une espèce domestique, qui vit, que vous allez élever en centaines de milliers, et pas du tout vous occuper des autres. Sauf que un problème, c'est que vous mettez. Là cet après-midi, je suis allé me balader, et à côté de chez moi, ils ont mis des ruches. Et j'ai compté 17 ruches, dont 8 sont habitées. Et vous allez avoir 10 000, 20 000, 30 000 individus par ruche. Je vous laisse imaginer la concurrence sur les abeilles solitaires à côté, quand vous mettez 200 000 individus qui arrivent comme ça d'un coup et qui vont bouffer toutes les ressources sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Euh, les abeilles sauvages à côté qui galèrent déjà avec tous les herbicides, les pesticides, les machins, ça leur fait une concurrence qui est méchante. D'autant plus que si on parle pas individus, sentience, machin, au niveau pollinisation, les abeilles mellifères, Apis mellifera, sont très mauvaises pollinisatrices, parce qu'elles sont excellentes pour garder le pollen, puisqu'elles en ont besoin pour leurs larves, etc. Donc en fait, elles en diffusent très peu d'une fleur à l'autre. Alors que les abeilles maçonnes, par exemple, c'est des grosses dégueulasses, quoi. Elles fondent sur la fleur, elles s'écrasent dessus, elles en mettent partout, elles partent sur l'autre fois, elles en foutent partout, elles pollinisent. Je sais pas ce que valent les chiffres, mais j'avais lu qu'elles pollinisaient en moyenne 100 fois plus. Quoi. Je sais pas ce que ça vaut comme truc. C'est un truc que j'ai lu sur un site. Bah, en fait, on peut se poser la question, oui, je pourrais dire dans une vidéo YouTube, mais le problème, c'est que si toutes les abeilles meurent, concrètement, les abeilles font, je crois, c'est quelque chose comme 50% de la pollinisation, donc bah, si on n'a pas le choix, qu'il faut les remplacer avec des abeilles, d'Apis mellifera, parce qu'on tue les autres, ok, mais concrètement, disons qu'on focalise sur Apis mellifera parce qu'il y a des apiculteurs qui ont un intérêt commercial à les sauver, quoi. Mais donc probablement qu'ils ont peut-être une influence, je sais pas, je connais pas suffisamment ce sujet, euh, mais en tous les cas de figure, il faut mettre vraiment un coup de collier pour sauver les autres abeilles aussi, et pas que Apis mellifera, quoi. Voilà, voilà. Mais de toute façon, les vidéos que je fais là ce soir et demain soir, je les mettrai aussi sur la chaîne YouTube. Et puis là, je vais bientôt rattaquer mes vidéos sur les poules. J'attaque en novembre. Là, j'ai les signatures pour la BD des paupières des poissons. Plusieurs événements là. Et puis après, en novembre, je fais plusieurs conférences sur les poules, donc je reviendrai dessus. Et puis après, j'attaquerai probablement les abeilles, je sais pas encore. Je sais pas encore de quoi mon avenir va être fait, parce que financièrement, il n'est pas évident. Je vais probablement lancer un Tipeee demain ou après-demain, un truc comme ça aussi. Parce que le chômage arrive un peu à sa fin et que si on veut continuer à faire de la vulgarisation, faut bien vivre, ma brave dame. Voilà. Bon, moi, je sais pas si vous avez d'autres questions, sinon je vais arrêter là. 22 h, c'était mon timing, je suis content d'être dedans. Si vous avez d'autres questions, des bisous. Ok, bah merci à vous, merci à tous d'être venus. Et puis bah demain même heure, et demain, bah voilà ce qui vous attend. Donc si aujourd'hui vous avez trouvé qu'il y avait du lourd, vous avez rien vu. Mais rien. Demain c'est du méga lourd. Je ne me rappelais plus du terme, il était vu, je crois qu'il y avait des neurotransmetteurs montrant la sentience des moustiques, des araignées, des mouches.
Non, tu peux pas te baser que sur des neurotransmetteurs pour la sentience. Mais on en parlera un peu demain, on parlera un peu d'octopamine, tout ça, mais tu peux pas te baser que là-dessus pour la sentience. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Des neurotransmetteurs, c'est juste des échangeurs chimiques entre les neurones, donc ça veut pas dire grand-chose. Non, à l'heure actuelle, on n'a aucune conclusion sur la sentience des insectes. Même les gros spécialistes qui aimeraient, les hyménoptères sont les meilleurs exemples pour ça, et on n'a pas de certitude. Ok, allez, j'arrête. Demain, de toute façon, ça sera le sujet de demain, donc on en parlera beaucoup plus. Je fais des gros bisous, je vous retrouve demain à 20h30, où on parlera de trucs de putain de gueudin, quoi. Allez, bisous à tous.